Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 22 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, encore un épisode sur les Sixers puisque on va parler du meneur de Philadelphie, un des meilleurs jeunes joueurs de NBA, c'est évidemment Tyrese Maxey. Bon, c'est vrai que du coup ça fait un deuxième épisode sur les Sixers en très peu de temps, mais en même temps, celui sur le duo entre James Harden et Joel Embiid n'était pas prévu, évidemment. Mais par contre, c'est vrai que pour le coup, Maxey, c'est quelqu'un dont je voulais parler depuis assez longtemps. Donc très simplement, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un scouting report en allant dans le détail de ses forces, ses faiblesses et également son potentiel et son développement à long terme. Et donc pour faire ça, on reçoit un nouvel invité sur le Basket Lab et cet invité, c'est Alan Guillou, que vous connaissez sans doute puisqu'il fait partie de l'équipe de Dunk Hebdo, le podcast, mais aussi de l'équipe de Envergure. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît quand même pas mal au niveau des prospects, évidemment, mais surtout, c'est vrai que c'est aussi quelqu'un qui était un peu avant-gardiste à propos de Tyrese Maxey et qui notamment avait écrit à l'époque de sa draft un article pour essayer de défendre sa candidature. Et donc voilà. Aujourd'hui, avec lui, on va revenir sur cet article. Qu'est-ce que lui voyait à l'époque déjà? Pourquoi est-ce que Maxey est tombé pourtant aussi bas à la draft? Et puis, dans un deuxième temps, faire un scouting report très classique. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler de Tyrese Maxey. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler encore une fois d'un jeune joueur et on reçoit pour ça, pour parler de Tyrese Maxey, un nouvel invité et cet invité c'est Alan. Salut Alan. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, surtout que bon, Alan que vous connaissez sans doute de Dunk Hebdo évidemment, mais qui fait pas aussi partie de l'équipe de Envergure, bien sûr. Tu travailles en plus, vous travaillez beaucoup avec First Team, donc t'es quand même assez, je pense, connu du grand public et t'es aussi connu pour Tyrese Maxey, on va y arriver. Mais du coup, oui, donc Tyrese Maxey, c'est quand même un joueur dont tu avais écrit pas mal de choses à l'époque de la draft et que tu aimes quand même pas mal. Ouais, complètement. C'était une période, c'était la période du Covid, donc c'est la période, je pense, où on a le plus bien préparé une draft. Moi, c'est celle de la 2020, c'est celle, tu rajoutes une pandémie, t'es plus chez toi, je crois que j'ai quasiment vu tous ces matchs, à Kentucky. Ouais. Donc, de la saison 2019-2020. Et puis, c'était un joueur que j'avais vu dans le passé, qui m'avait intrigué, en fait, que j'avais trouvé super intéressant dans d'autres contextes. Et puis je le voyais bas on disait ouais, il a pas été exceptionnel dans cette année à Kentucky, est-ce qu'il va shooter, tout ça, et donc j'avais envie de dire je vais essayer d'étudier un peu le profil. Comme je te disais un peu en off, j'avais été un peu marqué par ce qui était arrivé à certains profils de joueurs de Kentucky aussi qui avaient baissé dans la draft avant de se révéler dans un autre rôle en NBA. Donc je m'étais dit est-ce que Tyrese Maxey peut être le nouveau? Donc ouais, c'est vrai que j'avais beaucoup regardé Tyrese Maxey avant sa draft. Tu vois, c'est marrant, moi ça m'avait fait un peu l'effet inverse, le Covid, je ne sais pas pourquoi. Je suivais toujours la draft et là le Covid avec cette période illimitée de temps, je me suis toujours dit je m'y mettrai la semaine prochaine et je l'ai jamais fait. Mais alors avant on va parler de Tyrese Maxey aujourd'hui, on va revenir notamment sur ton article de l'époque, pourquoi est-ce que toi tu le voyais un peu plus haut que la moyenne générale, on peut dire. Et puis deuxième partie, on fera un scouting report un peu plus détaillé comme on aime faire en tant que un peu geek du scouting. Complètement. Mais alors avant ça, peut-être tu me disais aussi avant qu'on attaque le sujet, tu pars demain là pour Belgrade, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, j'ai la chance depuis que je suis un peu rentré dans le monde du scouting via Envergure de faire quelques déplacements quand j'ai un peu de temps libre, quand j'ai un peu des vacances sur des événements, des tournois de jeunes. C'est super intéressant de voir aussi en live moi, je suis un peu comme toi, je suis un geek à la base, c'est-à-dire un joueur, quelqu'un qui regarde beaucoup de films, qui analyse énormément le film. Mais c'est vrai que en live, tu peux voir des choses super intéressantes aussi. Et puis,
aller voir des tournois. J'étais très très focus NCAA par le passé, très États-Unis. C'est vrai que je m'ouvre beaucoup plus sur ce qui se fait en Europe. Je trouve ça super intéressant. Et puis aller voir des tournois avec des grosses cylindrées européennes, je trouve ça super Et super donc là, intéressant. c'est le ANGT dans le Adidas Next Gen C'est ça. Tournament, c'est ça? Donc une sorte C'est ça. d'Euroleague des jeunes, quoi. En gros, voilà, pour une Euroleague junior, ils font ça dans il y a 4 phases de poule, entre guillemets. Une à Belgrade, il y en a une en Italie, une en Grèce, une en Allemagne aussi, mais qui a été reportée à cause du Covid. Et ensuite, il y a une sorte de Final Four, comme l'Euroleague, entre guillemets. Et donc là, ouais, à Belgrade pour la première étape avec des gros écuries serbes, des clubs comme le club français de l'Asvel, donc très très intéressant aussi. Et puis des clubs comme Valence, des clubs lituaniens. Donc ouais, ça va être génial. Il va faire froid, mais ça va être super. Bon, voilà, je dis surtout ça aussi parce que quand on publiera ce podcast d'ici quelques jours, vous pourrez sans doute aller sur Envergure ou sur le Twitter de Alan Ouais. pour voir quelques rapports que tu auras fait, peut-être. Ouais, je aussi. pense. Ouais, je vais essayer. Ouais. Donc voilà. Et donc, on passe au plat du jour, évidemment. Je t'ai fait venir pour parler de Tyrese Maxey. Tu es un peu comme je disais tout à l'heure, le référent de Tyrese Maxey parce que tu avais écrit ce fameux article et que depuis, bah, c'est vrai que tu as totalement raison. Hein, donc il y a un peu un effet boomerang positif comme ça. Donc, ton article à l'époque, ça s'appelait Après Booker, Murray, donc Jamal Murray, et Tyler Hero, Tyrese Maxey est le nouveau prospect bridé par Kentucky. Et donc, c'est un article que tu avais écrit avant la draft, hein, il me semble. Septembre 2020, ouais. C'est ça, ouais. Donc, ah oui, c'est vrai que le calendrier était spécial cette année. Ouais, c'était en novembre. Mais donc voilà, et donc, notamment, tu finis aussi l'article en nous disant ne faites pas l'erreur une 4e fois. Ouais. Ne faites pas confiance au choix collectif de John Calipari, j'avais écrit. Ouais. C'est exactement ça, ouais. Et ne laissez pas Tyrese Maxey descendre dans la draft, et pourtant il est quand même descendu sur le 21e choix de 2020. Mais alors, moi, première question que j'avais aussi, parce que moi c'est une draft que du coup je t'ai dit, moi j'ai suivi de loin à cause du Covid et tout ça, donc je connais pas trop. Mais pour le coup, quand tu le vois un peu, même aujourd'hui, hein, a posteriori, finalement il y a quand même pas mal de bons mecs devant lui, quoi, dans cette draft. Complètement. C'est toujours, je trouve qu'on surcote toujours le c'est une bonne draft, c'est une mauvaise draft, surtout dans le côté négatif. Ouais. On est c'est une mauvaise draft, c'est une mauvaise draft. Si on a dans une draft déjà potentiellement un ou deux joueurs qui peuvent être All NBA, une dizaine de bons titulaires et une vingtaine en tout, role players, c'est très bien déjà. Alors oui, on essaie toujours de trouver des drafts historiques, il y a toujours des exemples, bien sûr, tu as une draft où tu vas avoir 2-3 Hall of Famer, mais donc c'est vrai que la 2020, elle était un peu labellisée comme mauvaise draft parce que en fait les trois prospects entre guillemets, même si moi James Wiseman je l'avais pas en haut, il y avait des grosses questions dessus. En fait, pour qu'une draft, je trouve, quand elle est un peu négative, on a un peu des influences négatives sur une draft, c'est parce que on a même des questions sur tout en haut, alors qu'il faut, quand t'as des questions sur tout en haut, c'est qu'il y a peut-être des problèmes. Il y avait des questions sur la Melo Ball parce que bon, j'ai envie de dire le prisme du père et puis les saisons un peu compliquées sur le plan statistique. Anthony Edwards qui était un jeune basketteur qui vivait du football américain avant et puis qui avait pas réussi à faire gagner collectivement son université. Et puis James Wiseman qui avait joué 3 matchs. Oui. Et donc en fait, pour les gens, je pense énormément de gens regardent surtout la saison NCAA et la saison X-1 avant la draft, et ben c'est vrai qu'on pouvait avoir de grosses questions. Mais c'est vrai que souvent on fait un peu le raccourci d'un point de vue du grand public de cette draft est bonne ou pas bonne, en fait, selon est-ce qu'il y a des top talents dans le top 5, ouais. en gros. C'est un peu ça l'idée, quoi. Alors que par exemple, moi je me souviens de la draft 2011 où tout le monde disait elle va être catastrophique, parce que c'est vrai qu'à l'époque t'avais Kyrie Irving qui avait fait une vingtaine de matchs ou même un peu moins à Duke et pas grand chose d'autre. Bon, finalement il y a eu du Kawhi Leonard, il y a eu du Klay Thompson, il y a eu du Irving, il y a eu du Butler. Bon, il y a eu pas mal de bons mecs, quoi. Complètement. Mais non, je te pose aussi la question parce que du coup, toi, première question, tu le situes à peu près où, du coup, dans cette draft où on rappelle, il y avait Anthony Edwards, Wiseman, LaMelo Ball, Patrick Williams qui est en 4, Okoro, Onyeka Okongwu, Killian Hayes, etc. Toi, tu le mettais à peu près à quel niveau, du coup, dans cette hiérarchie? À l'époque, je l'avais 4e. Donc, j'avais 3 joueurs dans mon tiers 1. Je procède par tiers, en fait. Ouais. Par noyau, groupe de noyaux, je trouve que c'est souvent plus intéressant. J'avais un premier tiers formé de LaMelo Ball, Anthony Edwards et Killian Hayes.
faut toujours assumer ses erreurs. Je pense que Kylian sera pas un joueur du tier 1 de cette draft. Et ensuite, j'avais un tier 2 que j'avais nommé starter plus entre guillemets. Je voyais des starter plus et j'avais Tyrese Maxey en 4e dans un lot de joueurs aussi avec Devin Vassell, Onyeka Okongwu. J'avais Paul Kuszewski dans le bout de ce tier-là, James Wiseman aussi en 13. Et la grosse erreur que j'ai faite, c'était pas d'inclure Tyrese Haliburton que j'avais juste derrière de ce tiers-là. Tyrese, le prophète, évidemment. Mais non, donc c'est vrai qu'à l'époque, ça a dû un peu te faire tiquer que des mecs comme Obi Toppin ou Denny Avdija ou Aaron Nesmith se fassent drafter un peu avant lui, quoi, du coup. Ah mais complètement. Le soir de la draft, je voyais... c'était un peu Maxey avait un peu le même syndrome que Cole Anthony cette année-là. Contexte collectif pas très bon, une grosse hype d'avant-saison parce que des gros joueurs high school et de DYBL, donc du AAU entre guillemets, et ils baissent parce que ils étaient peut-être pas mis en valeur comme il fallait dans leur unique saison NCAA. Et puis c'est vrai que on m'aurait dit 3 mois avant la draft que Tyrese Maxey et Cole Anthony sortiraient de la loterie. J'aurais dit mais c'est impossible. Et en fait, oui. Même moi qui ai suivi ça de loin, je me souviens de Cole Zwicker, je sais pas si tu connais, oui, maintenant il travaille pour une équipe NBA qui disait depuis 2-3 ans Cole Anthony c'est le gros truc, quoi. Donc c'est vrai que quand il est tombé, ça devait être il était l'alter ego d'Anthony Edwards en fait au début de l'année. Ouais. Bon, voilà un peu du coup pour comment est-ce que tu le situes à l'époque. Alors avant qu'on passe vraiment à l'article, moi je voulais en profiter pour moi aussi mettre un taquet à John Calipari, hein. Mine de rien, on va pas se priver parce que c'est quand même non mais c'est vrai que c'est un peu blague à part, c'est un peu le thème aussi de l'article, hein, de ces fameux coachs ou ces fameuses équipes NCAA qui mettent pas forcément bien en valeur des prospects de draft, des prospects NBA. En même temps, on peut comprendre, hein, ils ont pas le même objectif. Il y en a qui veulent gagner des matchs et eux ils veulent être mis en valeur. Donc ça peut se comprendre, mais alors toi, je sais pas depuis quand tu suivais la draft, tu m'as dit 2018 à peu près, 2019. Je la regardais avant, bien sûr, 2014, 2015, mais moins très très focus en fait. D'accord, ouais. Donc parce que bon, je vais faire un peu l'historique de Calipari sur à peine sur les meneurs et les arrières, hein. Comme ça on se limite à ça parce qu'on va pas faire 4 heures de podcast. Mais bon, alors à Memphis, il y a Derrick Rose. Bon, OK, le talent exceptionnel, il n'y a pas eu grand-chose à faire. 2009, l'année d'après, Tyreke Evans, ça s'était pas très bien passé du côté de la gestion de Tyreke Evans. John Wall 2010, bon, ça va, ça roulait plutôt pas mal cette équipe-là. OK, rien à dire. Brandon Knight ensuite, pas grand-chose à dire. Après, Marquis Stig, 2012, je sais pas si tu te souviens, mais Marquis Stig était vu comme un top 10 lycéen de sa classe de draft, de sa classe de lycéen, pardon. Vraiment gros prospect. Marquis Stig a pas du tout progressé cette année-là. Ça a été un peu c'était passé sous les radars parce que c'était la fameuse équipe avec Anthony Davis et Kid Gilchrist, tu sais, qui était dominante défensivement, etc. Donc c'était un peu passé sous les radars, mais moi j'avais quand même, on était plusieurs à avoir remarqué que Marquis Stig avait pas eu beaucoup d'évolution, quoi, finalement. L'année d'après, Archie Goodwin, moi j'étais un peu très fan de ce joueur, mais pareil, un peu une catastrophe au niveau de la gestion de son cas, au niveau de comment la saison et son développement se sont déroulés. Bon, Archie Goodwin était plutôt en arrière, hein. Malheureusement, il avait aussi été installé un peu meneur, donc c'est pour ça que je l'inclus. Je me souviens que cette année-là, ils avaient même fait un transfert de Ryan Harrow. Je sais pas si ça te dit un truc, mais non. Ils avaient fait venir un mec exprès d'une autre fac pour justement être le meneur. Ça s'était pas bien passé du tout. Voilà, encore un échec au niveau des meneurs. Et je crois qu'aujourd'hui, il joue au Bélier de Quimper en Pro B. Incroyable. J'ai vu ça. Donc voilà. Ouais. Non, et surtout, moi, l'exemple vraiment qui m'avait marqué, c'est celui des jumeaux Harrison et notamment de Andrew Harrison. Andrew, ouais. Qui était vraiment lui aussi un top 5 de cette classe de draft classe de lycée en 2013, pardon. Ouais. Et il y avait une anecdote complètement folle. Donc voilà, Calipari qui a un peu cet historique de excellent recruteur, ça on peut pas lui enlever. Mais c'est vrai que les qualités non seulement de coach et de développement, moi je reste un peu sur ma faim. Et il y avait eu cette anecdote où l'équipe, donc qui sort d'une classe de recrutement incroyable avec Julius Randle, avec les jumeaux Harrison, James Young, etc., qui patine complètement. Et en fin de saison, genre tu sais, au mois de mars ou avril, on avait eu un article genre finalement l'équipe va mieux parce qu'en fait John Calipari a montré des vidéos de Deron Williams à Andrew Harrison et du coup c'est comme ça qu'il lui a appris à faire des bons choix. Et voilà, là, très poignant, Calipari qui dit je me suis excusé auprès de lui parce que je l'ai pas fait plus tôt. J'ai envie de dire bah oui oui, pourquoi tu l'as pas fait plus tôt, quoi. Mais voilà, c'est l'équipe qui va en finale universitaire. Tout à fait, ouais. Et ce run était finalement totalement surprenant, qui sort de nulle part parce que l'équipe était pas très bonne, quoi. Mais non.
Bref, on va pas en faire plus, mais c'est vrai que moi, c'est un peu un de mes thèmes favoris. C'est pour ça que je voulais aussi parler de ça. C'est ce que tu abordes aussi dans l'article, le fait de Calipari qui a pas beaucoup mis en valeur ces joueurs-là, parfois ces porteurs de balles, et donc je peux te lancer directement. Toi, tu parles surtout de ceux qui viennent ensuite, après Andrew Harrison. Ouais. C'est Booker, c'est Murray et c'est Tyler Hero. Ouais, on se complète entre guillemets. C'est ça, ouais. Ouais, en fait, ce qui m'avait marqué, c'est que Devin Booker, Jamal Murray et un peu Tyler. J'écris l'article au moment de la bulle en fait, de mémoire, où Tyler Hero, en tant que 6e homme, jouait énormément de pick and roll avec Miami, et il était super fort quoi. Dans la bulle, Tyler Hero, il a fait un chantier pas possible. Et en fait, c'est aussi la bulle où Booker, un espèce de point Booker, je sais pas si tu te rappelles. Oui, bien sûr. Il était très bon Booker dans la bulle, et il avait été aussi très bon. Et Murray, j'en parle pas, parce que ce qu'il a fait dans la bulle, c'est assez irréel. Et il le faisait en jouant beaucoup de pick and roll, avec beaucoup de pull-up, en étant surtout sur le ballon. Et moi, je me rappelais, je me disais, mais Booker, Murray et Hero, ils jouaient pas du tout comme ça, à Kentucky. Et en fait, à l'époque, c'est vrai que je tacle beaucoup Calipari, je le fais toujours aujourd'hui, mais en fait, c'était une manière, et je l'expliquerai ensuite. Après, c'est qu'il avait d'autres joueurs. Il voulait faire jouer tout simplement les meilleurs joueurs sur le terrain. Il avait recruté aussi d'autres joueurs qui aimaient avoir la balle. Donc, il savait que Booker, Murray et Hero étaient de très bons shooters. Donc, il était joueur off-ball. Mais comme je l'écrivais dans l'article, Booker, lui, il sortait du banc en 2015 avec... C'était la fameuse année des plateaux, 2015. Il y avait tellement de prospects qu'il y avait 10 prospects NBA, donc il y avait 5 titulaires, 5 remplaçants, et chacun jouait avec son groupe. Complètement. Booker jouait avec donc Tyler Ulis, qui s'est fait drafter par Phoenix, très petit meneur. Ouais. Il jouait avec Trey Lyles, qui jouait poste 3. Il jouait avec Dakari Johnson et Marcus Lee. Alors Marcus Lee n'a jamais été en NBA. Dakari Johnson a été en équipe de G-League d'OKC pas mal de fois. Mais c'était aussi l'équipe où il y avait Karl Anthony Towns, Willie Cauley-Stein, les jumeaux Harrison et Alex Poitres. Poitres, alors lui, moi je l'ai beaucoup aimé lui, mais au moins moi aussi. Il s'est blessé. C'est un très bon joueur en Europe, Poitres, mais ah ouais, d'accord. Ouais, il performe assez bien. Et Booker était le meilleur shooter de l'équipe et surtout utilisé loin du ballon pour faire du spacing dans les coins et tout ça. Ensuite, Murray, c'est un peu différent. L'équipe, elle est différente. Il joue avec Tyler. Alors Tyler Ulis revient. Calipari rate un peu sa classe de recrutement et Jamal Murray est dans un backcourt de feu avec Ulis, mais c'est Ulis qui a tout le temps la balle en fait. Ulis, d'une année à l'autre, en 2016, il était devenu très très fort, il faut le dire aussi. Ouais, exactement, il était devenu meneur titulaire avec le départ de tous les autres et meneur gestionnaire, mais qui était aussi capable de mettre des gros cartons. Et Murray était son coéquipier qui jouait beaucoup off-ball, sortait des écrans, courait beaucoup pour se retrouver dans les coins et tout. Faut savoir que Calipari, et c'est un peu la base, Calipari n'aime pas trop les pick and roll. Ouais. Calipari ne joue pas beaucoup de pick and roll. Calipari aime bien jouer à l'elbow, aime bien jouer du post-up notamment. Et surtout donc, je me souviens à l'époque même de John Wall, c'était le coup de moi l'attaque ici s'appelle la dribble drive offense et on fait ça à fond et en gros on fait des mouvements dans le périmètre autour de la ligne à 3 points, là on se passe la balle et au bout d'un moment on attaque, mais exactement. C'est vrai que c'est pas du tout du handball, bon spacing, et c'est ça, c'est du handball comme tu dis, et il y a pas beaucoup de pick and roll quoi. Exactement, il y a pas beaucoup de pick and roll alors que il avait des joueurs pour jouer du pick and roll. Par exemple, en fait, a posteriori, l'équipe de Tyler Hero, s'il avait fait du pick and roll avec Tyler Hero et PJ Washington, ça aurait pu être létal en NCAA. Oui. Et il le faisait pas. Tyler Hero était un shooter quasi unique off-ball, très bon shooter d'ailleurs, mais qui jouait dans un backcourt avec Ashton Hagans, donc on va retrouver dans la saison de Tyrese Maxey, et Keldon Johnson qui joue au poste 3. C'était un peu, alors c'est une bonne équipe, Tyler Hero, Keldon Johnson, PJ Washington, Nick Richards aussi qui est en NBA maintenant parce qu'il joue du côté de Charlotte. C'est beaucoup amélioré d'ailleurs, Nick Richards. Exactement. Ouais. Donc en fait, si on parlait Booker, Murray, Hero, c'était 3 joueurs qui jouaient loin du ballon, avaient peu de possibilités d'initier sur pick and roll, alors que, et j'avais été faire des recherches, Booker et Hero, quand on les voyait au lycée, c'était des initiateurs principaux d'attaque, ils étaient vraiment bons sur pick and roll. Et Jamal Murray, j'avais été revoir du film en fait à l'époque, c'est vrai que la pandémie avait aidé, on avait beaucoup de temps. À un championnat du monde de jeunes avec Team Canada, Murray était le porteur de balle numéro 1 et il jouait énormément de pick and roll et il était super fort là-dessus. Ah, donc ça c'est intéressant, tu nous dis que avant ça ils étaient déjà des créateurs balle en main et qu'en fait ils ont été remis dans un rôle là quoi.
C'est exactement. Booker, et Murray et Hero étaient des créateurs balle en main dans d'autres contextes que celui de Kentucky. D'accord, donc c'est pas vraiment qu'ils ont explosé en NBA sur des qualités qu'on connaissait pas, quoi. C'est juste qu'ils avaient été bridés pendant un an. Voilà, et que pendant un an, on leur avait demandé de faire autre chose, ou alors on n'avait pas mis en avant ce qu'ils savaient dans le quoi ils excellaient. Murray, c'est un très bon exemple. Vraiment, le voir avec Team Canada, équipe de jeunes, il était super fort dans les championnats du monde. Donc, Hero aussi, Hero était un énorme prospect dans le Wisconsin. Un joueur incroyable qui jouait d'ailleurs avec Tyrese Haliburton dans une équipe AAU. Dommage, j'ai jamais vu de match de ces deux joueurs-là, mais ça devait être assez ça incroyable. devait être quelque chose. Et en fait, je m'étais dit, bon, on a ces 3 joueurs-là. J'isole Shai Gilgeous-Alexander parce que je l'ai expliqué dans l'article. Shai, c'est pas vraiment la même chose en fait. Shai, oui. il arrive assez peu haut classé dans son année. Et en fait, on se rend compte au bout de 2 mois que c'est le meilleur joueur. Donc, alors même moi, je peux dire, je me souviens, j'avais fait un scouting report à l'époque. Ouais. Le mec explose. Ça doit être un 29 décembre, je crois, sur un match contre Louisville. Et après ça, il prend les clés d'attaque complètement. Mais avant ça, c'est vrai que comme tu dis, c'était un mec. Bon, c'était un prospect lointain, quoi, mais il s'est imposé comme ça d'un coup, donc c'est vrai que c'est pas du tout pareil, quoi. En plus, il avait lui un profil de vrai meneur, donc Calipari l'utilisait comme ça. C'est ça, c'est pas lui. Si on regarde en fait les matchs de conférence, donc les matchs de janvier, février, mars, il faisait quasiment 30% des passes décisives. Il avait un taux d'usage haut. Calipari s'était rendu compte que fallait lui donner la balle, quoi. Tandis que pour les 4 autres, Calipari leur a pas donné la balle. Et en NBA, ils ont eu la balle, donc c'était un peu différent. Et donc Maxi est un peu dans la continuité des 3 autres, c'est ça? Complètement. Maxi arrive dans la classe de recrutement 2019, donc pour la saison 2019-2020, classe de recrutement qui est ratée pour Calipari parce qu'en fait il recrute 3 ailiers, des 3-4, et les 3 sont incapables d'être bons cette année-là. En fait, les 3. Donc il y a Khalil Whitney qui a complètement disparu. Il avait quitté le programme en cours d'année. C'était un très gros prospect, joueur 5 étoiles et tout. Aujourd'hui, j'ai un peu regardé, il est en G-League en fait. Il est en G-League, il a été non drafté, il est en G-League. Il y avait Johnny Juzang. Peut-être t'en as entendu parler pendant la March Madness l'an dernier. Ah non, pas du tout. Il joue à UCLA maintenant en fait. Il a transféré et il a été le meilleur. Je pense c'était le meilleur joueur de la dernière March Madness. Il a fait des cartons à 30 points. Mais ça s'est très mal passé à Kentucky et il a transféré au bout d'un an. Voilà. Et ça puis, d'ailleurs, c'est un peu un classique aussi chez Calipari, les mecs qui s'en vont tellement ils en ont marre, quoi, qui transfèrent carrément. Parce que Marcus Lee, dont tu parlais aussi, il a fait ça. Complètement. En fait, Calipari, souvent j'utilise l'analogie, il jette plein d'idées contre le mur, il voit ce qui colle. Ouais. Et ce qui colle, il le garde, et si tu colles pas, tu t'en vas. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, parce que soit tu l'utilises pas comme tu veux, soit l'année prochaine sur ton poste il y a un 5 étoiles voire 2 qui arrive, donc t'auras pas trop le temps. Et donc en fait, a posteriori, peut-être chose que j'avais peut-être pas assez d'ailleurs analysé dans l'article, c'est de facto que Tyrese Maxey s'est retrouvé à jouer loin du ballon cette année-là parce que il fallait mettre les meilleurs joueurs sur le terrain et ça nécessitait de jouer avec 3 meneurs, donc 3 joueurs d'1m90. C'était donc Immanuel Quickley qui joue au Knicks maintenant. Mm-hmm. Ashton Hagans, donc qui n'a pas été drafté, je crois qu'il joue en G-League pour Minnesota, et puis Tyrese Maxey, 3 joueurs d'1m90, sans poste, sans ailier à côté, avec des intérieurs. Et donc de facto, Maxey n'a pas pu avoir les répétitions de balle en main parce qu'en fait il y avait tellement personne sur les ailes qu'il fallait qu'on le mette à côté d'autres meneurs et des joueurs, mais lui pouvait apporter d'autres choses que des répétitions de balle en main. Donc c'est un peu injuste pour lui qu'on n'ait pas pu le voir, mais il fallait voir aussi le contexte qui n'était pas le meilleur. En fait, presque tu dis que sa polyvalence à faire d'autres choses, c'est ce qui lui a coûté entre guillemets de pas être utilisé comme meneur presque. Complètement. Et ce qui peut être un bon argument pour sa versatilité et son côté à s'insérer facilement aussi dans ces 2 premières années NBA. Et donc dans l'article, tu dis notamment que il y a par exemple un bon ratio de assist turnover notamment. Il y a quelques skills sur pick and roll que tu as vu durant la saison, même si c'était sur des faibles échantillons. Le shoot à 3 points, pour le coup, n'est pas là encore. Il y a que 30% de réussite cette année-là. Mais, mine de rien, il y a l'indicateur des lancers francs qui est à 83%. Et donc, ce qui est plutôt un très très bon indicateur. C'est ça. Et donc, il y avait quand même quelques pistes assez intéressantes pour voir que il y avait pas mal de potentiel qui se cachait dessous, quoi. Et du coup, moi, la question aussi que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que principalement tu devais ressortir 1 ou 2 trucs que t'aimais beaucoup chez lui à l'époque et plus que la moyenne, ce serait quoi? Et du coup, quel potentiel maximum aussi tu voyais à l'époque? La chose que j'adore, et c'est un truc je trouve qu'on parle pas assez,
et j'en parle souvent d'ailleurs avec Tom, que tu as reçu pour le podcast sur les Grizzlies, c'est la capacité à mettre de la pression sur le cercle pour les meneurs, pour les porteurs de balles, la rim fraîcheur. Parce qu'en fait, c'est bien d'être dans le pull-up, c'est bien d'être dans le tir à 3 points et tout ça, mais souvent si on est un peu trop unidimensionnel là-dessus, qu'on se crée pas des choses faciles proches du cercle, et ben on peut avoir, c'est des joueurs que j'apprécie pas forcément, mais tu vois, les Devonte Graham, même les Kobe White, les Emmanuel Quickley, si t'as du mal à aller vraiment sur la ligne, être bon dans les zones intermédiaires, avoir des paniers faciles, montre-moi ce que tu sais faire de facile, entre guillemets. Même Malik Monk, à l'époque, exactement, encore avant. Mais non, ça c'est vrai que je te rejoins totalement. On aime bien faire les deux, on aime bien un joueur qui sait faire les deux, mais il y a aucun doute qu'il y a beaucoup plus de corrélation entre le fait de savoir faire des drives et d'être une star que le fait de savoir faire des pull-ups et être une star. Complètement. Et puis Maxey donc avait ce qui s'appelle un free throw rate intéressant, qui était 34%, qui était d'ailleurs plus haut que les 3 autres, parce que l'article était un petit peu vouloir les comparer. C'est vrai que Maxey n'est pas, et je pense ne sera jamais, le shooter que sont Booker, Murray et Hero, c'est des shooters, ce sont des excellents shooters, en plus diversifiés, catch and shoot, pull-up, c'est des shooters incroyables. Par contre, Maxey avait un meilleur ratio, comme tu dis, passe décisive, turnover, donc les choix étaient intéressants, alors qu'il n'était pas le créateur principal, et il allait beaucoup plus facilement sur la ligne, avec un pourcentage de lancers francs de 83%, qui est très bien. Moi, c'est vrai que le cas Lonzo Ball m'a marqué à vie sur comment évaluer un shooter. Le pourcentage à 3 points, je le mets derrière le pourcentage de lancers francs, surtout sur les types de tirs qu'on prend. Ah oui, totalement, mais même les études statistiques disent que c'est un meilleur prédicteur du pourcentage à 3 points NBA. Le lancer franc au collège est beaucoup plus un meilleur prédicteur que le pourcentage à 3 points au collège. C'est ça. Et Maxey était aussi à 36% sur ce qu'on appelle les longs 2 points. Donc le mid-range. C'est bien. C'est pas élite, mais c'est pas son 29% à 3 points. Donc je me disais, le tir, je pense que le tir n'est pas tant un problème que ça. Et puis sa vitesse sur le premier pas, sa capacité à poser la balle en transition, sa capacité à faire des bons choix, alors malgré le fait qu'il est jeune et qu'il n'est pas non plus dans le meilleur contexte, font que dans une draft où j'étais très fan de LaMelo et Anthony Edwards, derrière ça je me disais c'est pas incroyable, je pourrais parier sur ce genre de profil là en fait. Et donc voilà, donc ça c'était un peu pour la première partie de notre podcast sur ton article à l'époque. Maintenant on peut passer du coup à la partie actuelle en NBA, et notamment c'est vrai que ce qui ressort un peu cette année, c'est notamment l'explosion, ou en tout cas l'éclosion, on peut le dire comme ça, de Tyrese Maxey au plus haut niveau, notamment parce que Ben Simmons n'a pas joué, donc on l'a vu dans un rôle beaucoup plus important, évidemment. Il est passé de 16 minutes par match à 35, donc un vrai rôle de titulaire, de 8 points par match à 17. Toi, peut-être rapidement, avant que j'ai plein de chiffres à donner, mais ton impression du coup sur cette année sophomore et sur son éclosion cette année? En fait, je suis surtout surpris qu'il n'ait pas énormément perdu en efficacité, malgré un temps de jeu, comme tu l'as dit, qui a augmenté, qui a plus de doublé par rapport à sa première année. Et si on regarde un peu les stats avancées, si on regarde même le high test, donc quand on le regarde, je trouve qu'il est assez en contrôle. Il force pas. Alors que pour un joueur, comme tu l'as dit, donc sans Ben Simmons, donc il y a pas vraiment d'initiateur principal dans cette équipe. C'est un petit peu. Je dis pas que Ben Simmons doit être l'initiateur principal. D'ailleurs, l'initiateur principal, il va arriver très bientôt. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir comment. Je trouve qu'il est efficace en année 2, alors qu'il a un rôle qui a plus que doublé dans une équipe qui a des ambitions. Voilà. Il le fait dans une équipe qui a des ambitions. Et c'était pas en plus évident, parce que, Ben Simmons n'a pas voulu recommencer à jouer, mais c'était pas dit que le jeune, il serait capable, dès la 2e année, d'assurer un rôle de titulaire. Donc voilà, on passe plus généralement au scouting report. On l'a pas dit, 21 ans encore, Tyrese Maxey, donc encore très jeune. Niveau profil physique, on est sur quelqu'un qui est de 6'3 de haut, donc à peu près la taille de Stephen Curry, de Kyrie Irving ou de Joe Holiday. Donc c'est quand même un peu au-dessus de certains meneurs un peu plus petits comme Mike Conley par exemple, qui est à 6'1 ou ce genre de choses. Au niveau de l'envergure de bras aussi, il a plutôt de bons atouts, il est à 6'7 d'envergure de bras, d'après les mesures.
après ça reste les mesures américaines, donc on ne sait jamais, mais c'est quand même une belle envergure de bras pour un meneur de jeu, même si on n'est pas sur du freak athlétique ou physique complet, hein, du genre Ja Morant ou Rondo, mais on est quand même sur un beau profil physique. Et donc cette année, j'avais noté quelques chiffres pour vous aider un peu à le situer en termes de performance et de production. Donc déjà, on est sur un joueur qui a 21% d'usage. Donc, c'est-à-dire que on est sur un joueur qui a un certain volume de responsabilité. C'est pas non plus énormissime, mais c'est quand même pas rien, quoi. 21%. J'ai noté, c'est pareil que Andrew Wiggins, par exemple, que Bojan Bogdanovic, que Norman Powell, que Gordon Hayward, que Kyle Lowry même cette année. Donc voilà, c'est pas un volume de responsabilité qui est si bas que ça. Et voilà, donc on a quand même un certain volume, et sur ce volume, il fait une très bonne efficacité, hein, t'en parlais, en termes de points par tir tenté, il a 1,15 points par tir tenté pour chaque tentative de tir, donc 2 points, 3 points et lancer franc, en termes de productivité globale. Et ce que j'ai noté aussi, c'est que sur les joueurs qui sont à 21% d'usage, donc ce même volume d'utilisation que lui, et minimum 1000 minutes sur la saison, on a 88 joueurs qui rentrent dans cette catégorie, et à l'efficacité, il est 36e sur 88. Donc, c'est quand même plutôt très bien, quoi. 36e sur 88, on est plutôt dans le premier tiers, voire même le premier quart, si je dis pas de bêtises, peut-être j'en dis. Mais il est au niveau de joueurs comme Chris Middleton, Ja Morant ou Kyle Lowry, encore une fois. Donc, plutôt des joueurs qu'on sait qui ont une bonne efficacité. Il fait mieux que même des joueurs comme Tatum, comme Siakam, comme Anthony Edwards, comme LaMelo Ball, comme Tobias Harris, etc., etc. D'autres stats aussi rapidement pour le profil global. Au niveau du passing, on est sur le ratio assist par usage que j'aime bien, moi. C'est donc on prend le nombre de fois où un joueur fait la passe par rapport au nombre de fois où il a la balle, hein, grossièrement c'est ça. Là aussi, sur les 88 joueurs avec ce même volume d'utilisation, il est 33e au niveau de ce ratio, avec 0,94. Bon, le chiffre on s'en fout, mais encore une fois, c'est un plutôt bon ratio, 33e sur 88, au même niveau que des joueurs comme Ja Morant, comme LeBron James, comme Kate Cunningham, comme Stephen Curry. Donc voilà, sur ce profil quand même plus ou moins équilibré, on peut dire ça comme ça. C'est pas non plus un pass first comme Chris Paul, comme Ali Burton ou Josh Giddey, mais on est quand même sur un profil assez bien équilibré, mieux équilibré par exemple que des joueurs comme Tatum, Jaylen Brown, RJ Barrett, etc. Et dernière chose que j'avais notée, c'était aussi au niveau des turnovers. C'est quelqu'un qui fait très très peu de turnovers, et je pense qu'on va en parler, hein, quand on parlera de son passing. Là, il est carrément deuxième de NBA sur les 88 joueurs avec un certain volume. Donc voilà, c'est quand même pas mal ce profil stat, et ça répond un peu ça rebondit un peu sur ce que tu disais, sur ce côté bonne surprise et bonne saison, et surtout saison efficace qui peut s'insérer dans pas mal de line-up et de configurations finalement. Complètement. Et en fait, c'est assez fou. Tu as cité énormément de joueurs là, et on parle d'un sophomore drafté qui n'est pas drafté en loterie, quoi. Tout à fait. Alors oui, il aurait dû être drafté en loterie. On l'a dit, c'est un joueur qui méritait. Mais dans une équipe qui a des ambitions, un joueur qu'ils ont pris, voilà, premier choix de Morez, et c'est comme on l'a dit, le soir de cette trade là où il faut venir Seth Curry, il se débarrasse du contrat d'Alorford, et en fait le truc le plus important peut-être qu'il s'est fait ce soir-là, c'est de la draft de Tyrese Maxey, qui après des bons flashs en playoff, des bons flashs l'an dernier quand il avait du jeu à cause du Covid, cette année est titulaire sur tous les matchs sauf un de mémoire, 50 sur 51. Bon avec et sans Joel Embiid, bon avec et sans quand il y avait Tobias Harris et Seth Curry, qui tous les soirs, soir après soir, joue 35 minutes par match, est polyvalent, comme tu as dit, dans l'utilisation avec qui il peut jouer. Donc il est assez il peut jouer avec des shooters, il peut jouer avec des non-shooters, il peut être un des non-shooters de l'équipe, il peut être aussi avec, moi j'aime beaucoup comment il joue avec un joueur comme Georges Niang par exemple, ou d'autres profils comme ça. Et voilà, je dis pas qu'il joue comme un vétéran, je dis pas qu'il sera positif plus en playoff pour les Sixers, mais sur les deux premiers tiers de la saison NBA, c'est un joueur d'influence dans une bonne équipe NBA, et c'est pas donné à tout le monde en fait. D'ailleurs, là, il y a eu le trade de James Harden récemment. Je sais que certaines personnes se disaient, mais pourquoi est-ce qu'ils ont lâché Seth Curry plutôt que Tyrese Maxey? Toi, ton avis là-dessus, sur ce duo, lequel t'aurais lâché? C'est une très bonne question. Seth Curry, il est un peu vu comme le fit parfait, parce qu'en oui, il n'a pas besoin du ballon, il tire, et donc
Mais je pense qu'on oublie aussi comment Atlanta l'a ciblé défensivement dans les playoffs l'an dernier. Moi, je trouve que oui, il mettait beaucoup de tirs, il a fait de très bons playoffs offensivement, mais il a été parfois un peu unidimensionnel. Tyrese Maxey, je pense qu'il a encore, bon, c'est un contrat pas cher, faut le dire aussi, hein, il est contrat rookie, même si le contrat de Curry est bon aussi. Je pense que sur la potentialité, ils ont préféré garder un joueur comme Tyrese Maxey. Ça me surprend pas trop de Daryl Morey, entre guillemets, qu'il ait préféré garder le potentiel d'un joueur comme Tyrese Maxey. Mais c'est vrai que, et ça posera des questions, j'avais noté des petites notes là-dessus sur sa future association avec Harden et comment un peu ça peut se passer en playoff. Le manque pour un joueur comme Harden qui aime beaucoup avoir la balle sur pick and roll. Seth Curry est un meilleur joueur de catch and shoot et de spot-up que Tyrese Maxey aujourd'hui. Donc ça va être une chose à prendre en compte. Mais c'est vrai que tu comprends le côté, comment dire, le côté potentiel, toi aussi tu le vois, quoi. Tu comprends pourquoi est-ce qu'ils l'ont gardé, quoi. Moi je suis un apôtre du drafté au potentiel, donc je vais pas trop en vouloir à Morey ici de faire le choix. Oui, on est d'accord. Non, mais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, et c'est vrai que les gens avec qui j'ai discuté et qui étaient pas trop d'accord, c'est vrai qu'eux, ils avaient peut-être une vision du potentiel de Maxi plus basse. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait balancer la conversation complètement d'un côté ou de l'autre. Du coup, on peut passer, on va essayer un peu de disséquer ce scouting report. On peut commencer par le jump shot, hein, très simplement. T'en as parlé un peu. Il y a ce shoot qui fait du bien, qui l'aide à s'insérer un peu partout. Cette année, il est à 39% à 3 points, donc ce qui est vraiment très efficace. Moi, ma première question, qu'est-ce que tu penses de sa mécanique de tir, du coup, et qu'est-ce que tu peux en dire de manière plus générale, comment est-ce qu'il l'utilise, dans quel contexte, etc. C'est un joueur qui a toujours un peu cette mécanique, ballon un peu de devant, qui part un peu bas, les pieds qui peuvent un peu s'écarter parfois, il shoot en avant en fait, souvent on a l'impression, il s'avance, et il a toujours eu ce tir-là. Je me rappelle, on n'a pas trop parlé dans la partie précédente, mais Tyrese Maxey avait fait une compétition FIBA en fait avec Team USA, où il jouait totalement off-ball, et j'avais noté, il avait pris 27 tirs sur ce tournoi là avec Team USA, il avait pris 17 de ses 27 à 3 points, donc quasiment tous en catch and shoot. Et il avait déjà cette mécanique un peu de devant, basse, mais pas inefficace. Et je trouve qu'en fait, il a pas changé sa mécanique, il a toujours eu de très bons pourcentages au lancer franc. Donc, je dis pas que c'est un shooter élite, mais c'est un tir que je trouve fonctionnel en fait. Moi, je la trouve étonnamment fluide en pull-up surtout. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai que j'étais un peu surpris parce que moi, qui le connaissais pas très bien, j'avais un peu cette image de slasher du coup. Et quand je l'ai vu cette année prendre des pull-ups de plus en plus et en étant très à l'aise, c'est vrai que je me dis mais oui, en fait, c'est pas juste un slasher et c'est pas juste un tir comme ça pas mal, quoi. Je trouve que vraiment la mécanique, elle est hyper fluide en mouvement aussi, quoi. Ouais, elle est fluide, elle est rapide. En mouvement, comme tu as dit, il le fait bien à mi-distance en fait. Oui, il est tranchant un peu sur le premier pas grâce surtout à des bons écrans de Joel Embiid et André Drummond lui mettent vraiment, pour Drummond lui mettait de très bons écrans, et donc il pouvait s'élever facilement grâce à son premier pas rapide. Mais ouais, c'est fluide, et surtout cette année il en prend de plus en plus en pull-up en fait. 36% de ses 3 points cette année sont pris en sortie de dribble. L'année dernière, c'était 19%. À la fac, il prenait 90% de ses tirs à 3 points en spot-up. Donc, il y a même cette évolution cette année dans le type de tir qu'il prend. Et en réalité, on va pas se mentir, ça témoigne, je pense, d'un tir dans lequel il a de plus en plus confiance. Le pull-up, c'est la chose la plus dure. Oui, c'est vrai que ça, du coup, c'est quand même une évolution assez marquante de son jeu. Le fait qu'il prenne de plus en plus de pull-up et notamment à 3 points. Moi, j'ai noté qu'il était à 40% sur des pull-up à 3 points, ce qui est beaucoup. Après, c'est vrai que je suis allé un peu regarder d'un peu plus près, quand on dissèque un peu plus ces pull-ups là, notamment sur NBA.com, on peut séparer en nombre de dribbles qui sont pris avant le tir, et notamment il y a 42 pull-ups à 3 points qui sont pris après seulement un ou deux dribbles, donc juste des dribbles d'ajustement, quoi. C'est un peu le catch and shoot où tu fais un petit dribble pour te décaler ou pour te mettre en rythme, et donc 42 après un ou deux dribbles et 43 après 3 dribbles ou plus. Donc, dans le lot, finalement, il y a eu que, moi, il y en a que la moitié que je compte comme des vrais pull-ups. Oui, finalement, oui. Je pense qu'on peut considérer ça. Mais c'est vrai que c'est quand même une évolution assez intéressante, surtout que ça reste un échantillon petit, mais l'efficacité est quand même très, très intéressante. Tant qu'on est sur les chiffres aussi, on peut parler du catch and shoot, du coup, 38% et demi sur des catch and shoot à 3 points. Donc, au-dessus de la moyenne, hein, pas de beaucoup, mais quand même au-dessus de la moyenne. Je pense qu'il y a un apport positif au spacing. Et j'ai noté, c'est par exemple la même efficacité que quelqu'un comme George Hill,
comme Dorian Finney-Smith, comme Will Barton, comme Bogdanovic, même cette année. Donc voilà, on est sur un shooter quand même assez positif. Et alors ma question du coup c'est comment est-ce que toi tu le vois évoluer en termes de potentiel vis-à-vis de ce jump shot? Je pense que c'est un joueur qui à terme, dans son deuxième contrat, voire son troisième contrat, sera un joueur qui initiera de l'attaque. Donc de facto, si on veut l'insérer, qu'il soit une pierre angulaire d'une bonne attaque, il faudra que le jump shot suive. Voilà, ça va de pair. Ou alors c'est vraiment des situations quasi uniques. Donc je pense que ça sera toujours un joueur qui sera à l'aise sur le mid range en pull-up. Et puis le 3 points, ce sera peut-être une chose qui va varier de plus en plus, mais je trouve que en fait c'est super dur d'être très efficace sur beaucoup de pull-up. C'est des choses de genre élite historique. Donc si lui il arrive à être déjà très fort sur le pull-up à mi-distance, pouvoir pull-up à 3 points, donc juste qu'il y ait la menace de ce tir-là, parce qu'en fait grâce à sa dextérité balle en main et à sa vitesse sur le premier pas, si déjà on a la peur qu'il puisse pouvoir pull-up. Là, tu vois, j'avais vu des matchs contre Milwaukee où Jrue Holiday est passé 2 fois sous l'écran dans le match juste avant le All-Star break. Ça prouve qu'il y a pas encore cette peur, notamment sur du pick and roll Embiid Maxey, du pull-up à 3 points de Tyrese Maxey. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver, mais en fait, le jour où on aura un peu plus peur de ça, qu'on le respectera, ça va aussi changer encore plus de choses pour lui, parce que comme il est très rapide sur le premier pas, il pourra accéder encore plus facilement au cercle, une chose qui est majeure dans son jeu. Alors ouais, c'est vrai que c'était une de mes questions, donc tu y réponds, c'est parfait au niveau de... Tu dis qu'il y a encore des gens qui passent sous les écrans, on est d'accord? Ouais, Jrue Holiday est passé 2 fois sous l'écran en fait dans le match contre Milwaukee. C'est pas le meilleur match de Maxey. Il fait un très bon deuxième quart-temps, mais il y a deux fois où je me suis dit Holiday passe sous l'écran en fait. Donc c'est un écran à quasiment 45 degrés à 3 points où il y a Joel Embiid qui pose l'écran. Je sais pas et 2 fois Tyrese Maxey pull up parce que voilà Jrue Holiday passe en dessous. Donc c'est vrai qu'il a peut-être pas encore ce niveau de respectabilité. Ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a quand même de plutôt bons indicateurs, je trouve, que ce soit au niveau des lancers francs. Il est même carrément 87% cette année. 87%, c'est vraiment très 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 bon. Il y a même au moment de la saison, là, cette année, il était à 40% à 3 points et 90% de lancers francs. Donc vraiment un truc d'élite. Et je me dis, ah ouais, on commence à avoir un truc sympa là. Donc bon indicateur des lancers francs, encore une fois, qui est un très très bon prédicteur pour les qualités d'un shooter. Et même, on peut rajouter aussi le côté flotteur aussi. Complètement. Où il est quand même assez bon sur ce flotteur. Et là où ça nous sert aussi en tant qu'information, c'est qu'on voit pas mal de toucher de balle, notamment. Et c'est un élément qui est corrélé également au jump shot, le toucher de balle. Et donc le flotteur est aussi un indicateur. Et là-dessus, c'est vrai qu'il est quand même pas mal. Il est pas non plus élite sur ce flotteur. Notamment, j'ai regardé les tirs dans la short mi-distance, donc autour du panier, mais pas complètement sous le panier. Donc, a priori, grosso modo, ce qui peut ressembler à des flotteurs. Il a 41% d'efficacité. C'est plutôt pas mal. C'est comme Ali Burton, c'est comme Trae Young d'ailleurs, c'est comme D'Angelo Russell, lui aussi bien habitué aux flotteurs. Donc voilà, on n'est pas aux 46% de Stephen Curry, évidemment, mais on n'est pas non plus tout en bas comme Jalen Green qui est à 20%, par exemple, ou Jalen Suggs. Alors, on est sur un quand même bon shooter, et donc c'est un bon indicateur. Et donc, quand on rassemble un peu ça, le fait il prend plus de pull-up, il est à 39% à 3 points, il met des catch and shoot, il a des bons indicateurs au flotteur et au lancer franc. Ma question, c'est est-ce que tu le vois, toi, se développer comme, je sais pas moi, un pull-up à la Lillard carrément, ou est-ce qu'il y a un potentiel plus bas, enfin, où est-ce que tu le situes à terme finalement en termes de niveau de pull-up et de jump shot? Je pense qu'il y a un potentiel un peu plus bas qu'un profil comme Damian Lillard, et c'est pas grave en fait. C'est pas forcément grave. Moi, je pense que Maxey c'est un joueur en fait qui a un haut plancher offensif. Ouais. Je pense que soir après soir, année après année, il va pouvoir apporter de la création balle en main, de l'attaque vers le cercle, donc de la pression vers le cercle comme on disait. Et donc ça, je trouve que c'est assez intéressant à noter, mais je pense pas que le plafond est si haut que ça. Je pense pas que ça peut être un des 2-3, un top 5 peut-être, un des 2-3 voilà initiateurs sur les extérieurs capables de pull-up à 9-10 mètres. Je pense pas.
Si je te dis Mike Conley par exemple, est-ce que tu penses qu'il pourra atterrir dans cette zone-là, un peu plus haut, un peu plus bas? Ouais, je pense qu'il peut atterrir dans la zone de Mike Conley. Mike Conley qui Qui serait déjà très fort, hein. c'est déjà très fort parce que Mike Conley est peut être labellisé un petit peu comme sous-côté, mais si tout le monde dit que t'es sous-côté, c'est qu'en fait, bah, t'es bon, quoi. Au bout d'un moment, t'es coté, quoi. C'est ça, t'es coté. et c'est vrai qu'il faut pas juste voir les sélections All-Star ou les choses comme ça pour coter un joueur, mais ouais, un joueur de Mike Conley, j'allais dire, ouais, c'est un assez bon exemple, ouais. Même Jrue Holiday, peut-être, qui est un cran en dessous, quand même. Ouais, qu'un cran en dessous, ouais. On va dire, entre Jrue Holiday et Mike Conley, en termes de pull-up, ça serait quand même un scénario assez optimiste au niveau du jump shot. Ouais. Donc voilà un peu pour la partie jump shot. On peut passer au drive, hein, puisque c'est un peu le plat de résistance, hein. Comme on dit, cette pression qu'il met sur le panier. Déjà sur le profil athlétique, on peut le décrire un peu. On est sur quelqu'un de très explosif, et en plus de cette explosivité au démarrage, on est sur aussi quelqu'un de très agile, je trouve. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment la flexibilité qu'il a en mouvement, et notamment la flexibilité des chevilles, où il arrive à être dans des angles assez improbables, à descendre très très bas, avec un centre de gravité très proche du sol, et tout en maintenant du coup cet équilibre avec ses chevilles qui se tordent dans tous les sens, et surtout qui lui permettent d'accélérer alors qu'il est complètement en déséquilibre. En tout cas, il semble en déséquilibre, mais il arrive à accélérer, à donner la puissance et l'impulsion, là où d'habitude un mec qui fait ce move-là, il est un peu obligé de marquer un temps de pause ou de se remettre un peu en équilibre pour accélérer. Donc je trouve qu'il y a vraiment ce côté flexibilité qui me saute aux yeux, en plus de l'explosivité. Je sais pas toi, au niveau de les qualités athlétiques et physiques, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, complètement. Il y a ce côté extensible un peu, ce côté c'est un côté animal flexible, capable de se torsionner en fait. Ouais, une anguille quoi. C'est ça exactement, se torsionner pour finir dans des angles un peu improbables, finir des deux mains proches du panier. Des fois, il finit pas main gauche, il est bien passé sous le panier de sa droite vers la gauche et quand même finir main droite, parce que il peut un peu se torsionner comme une anguille, comme tu le dis. Donc ça, ouais, un profil explosif, donc un premier pas qui est pas le plus virevoltant du monde, mais un bon premier pas. Un premier pas qui fait que souvent il bat son adversaire sur ce qu'on appelle le point d'attaque, le point of attack. On met d'ailleurs souvent de bons défenseurs sur lui pour stopper le drive. Jrue Holiday, c'est peut-être l'un des meilleurs de NBA, je pense, sur ce genre de séquence défensive. Il l'a fait bien sur Maxey, mais en fait ça veut surtout dire que Budenholzer a demandé un peu dans son plan à Jrue Holiday de stopper le drive de Tyrese Maxey. Donc c'est un joueur qui est porté sur le drive, qui est explosif sur le premier pas, qui doit un peu améliorer son handle quand même, parce que voilà, c'est normal, il est en année 2, il doit un peu laver certaines... Alors justement, c'est ma question, qu'est-ce que tu penses du dribble de manière générale, et aussi du côté changement de direction, changement de vitesse, parce qu'on connaît le côté vitesse et tout droit d'un coup, mais comment tu évalues à la fois son niveau actuel et son potentiel en termes de qualité de dribble et d'apporter des variations pendant le drive? Je pense qu'il doit, et je l'avais déjà noté à l'époque, c'est la main gauche doit être améliorée encore. D'accord. C'est un peu normal, c'est la main faible, je trouve, et il est moins fluide, moins tranchant quand il part sur sa gauche, mais c'est normal. En fait, toute sa vie, Tyrese Maxey, quand il partait sur sa droite, l'adversaire, il avait 1 mètre de retard. Que ce soit catégorie jeune, FIBA, NCAA, donc il doit un peu apprendre, je pense, avoir un handle un peu plus fonctionnel sur la main gauche, mais en fait, il arrive quand même avec ce handle à soit le handle, c'est avoir un bon handle et un bon premier pas, ça sert souvent à deux choses, parce qu'en fait, le basket, c'est faire prendre une décision à l'adversaire qui réagit par rapport à ce que nous on fait. Donc vis-à-vis de la décision que prend l'adversaire, nous, on va pouvoir gagner un avantage. Par exemple, si l'adversaire vient resserrer, il pourra faire un kick vers l'extérieur. Si drive on respecte pas trop son drive et qu'on respecte beaucoup le tireur qui est à l'opposé, on va laisser un peu l'accès au cercle. Maxey, lui, il a déjà la possibilité, parce qu'il est dangereux sur le premier pas, d'accéder au cercle ou alors de kicker à l'extérieur sur un drive and kick. Parce que le handle est plutôt fonctionnel et parce que la vision du jeu, comme on en parlait, est assez bonne sur le drive. Le drive, c'est à finir au cercle, mais aussi, comme tu as dit, pas être dans une vision tunnel et pouvoir avoir des variations, pouvoir aussi kick out à l'opposé, jouer du pick and pop par exemple, ou des choses comme ça. Et tout ça, je trouve qu'en fait, par flash, et même pas que par flash, soir après soir,
en année 2, il est solide là-dessus. Et je trouve ça super encourageant, en fait. Même un truc qu'il commence à faire de plus en plus, même si c'est pas encore au niveau d'élite, mais c'est le fameux mettre en prison son défenseur sur pick and roll. Donc quand tu prends le pick and roll, tu utilises l'écran, ensuite tu ralentis pour faire barrière au défenseur qui te suit, et comme ça s'ouvrir de nouveaux angles de drive, ou voilà ce petit coup de décélération avant de réaccélérer. Je trouve qu'il apporte de plus en plus de nuances, même si je trouve que globalement on est encore sur quelqu'un qui mise sur de la vitesse pure, et plutôt sur du tout droit, même si c'est pas du tout droit simplissime à la Andrew Wiggins de ses débuts ou ce genre de truc, quoi. Ça reste du tout droit flexible, du tout droit qui peut faire des changements assez larges, mais on n'est pas sur quelqu'un qui fait des changements très brusques, qui part d'un côté puis de l'autre, et qui est tout en maîtrise. Je trouve qu'on n'est pas encore là-dedans, mais en même temps, bon, il est que 21 ans, donc ça reste à voir. Et puis aussi, je pense que, je sais pas ce que t'en penses, mais ça pourrait aider aussi avec l'âge de prendre un peu de musculation, peut-être. Ouais, complètement. C'est son père qui en parlait souvent. Son père l'a entraîné. Son père est coach, en fait, dans l'État du Texas. Et il disait que voilà, pour lui, il disait ça au moment de la draft, la vraie étape, c'est une masse musculaire plus importante pour résister sur les contacts, pour être encore plus fort et tranchant, en fait, sur le premier pas. Je pense que ça viendra avec l'âge, comme tu l'as dit. Même s'il faut pas qu'il prenne trop de force et qu'il perde la flexibilité et l'agilité. C'est complètement. C'est un débat, en fait, souvent. C'est pas trop prendre pour garder ce côté virevoltant, mais aussi prendre un petit peu pour pouvoir, c'est un juste milieu, en fait. Bah, c'est un peu ce que De'Aaron Fox a fait un peu trop à l'excès, quoi, justement. Il est peut-être un peu trop parti dans la puissance. Ouais, c'est pas faux, ouais. Mais tu vois, par exemple, quelqu'un comme Ja Morant, qui est totalement dans ce genre de style anguille en flexibilité, il a pas non plus pris une masse énorme, mais il a juste assez, et en plus il a l'agressivité derrière, donc ça aide. Mais c'est corporellement, sur le haut du corps, c'est plus le Ja Morant de Murray State. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on pourrait peut-être s'attendre à une évolution aussi de ce côté-là pour Maxey. Bon, alors j'avais noté quelques stats. Il est à 9,5 drives par match. Mais bon, en même temps, la stat, je sais pas à quel point on peut la considérer, vu son rôle un peu réduit, c'est pas forcément toujours en tête d'affiche, donc est-ce que le chiffre est pertinent? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un ratio entre son nombre de drives et son nombre de minutes passées sur le terrain. Et là, il est 81e sur plus de 300 joueurs, donc quand même plutôt dans le haut du classement, hein, sur un joueur qui, dans le jeu, a plutôt tendance à driver, quoi. Ouais, toi et moi, même d'autres, on regarde les matchs des Sixers, c'est un joueur porté vers le drive. Et comme tu l'as dit, qui a la palette flotteur, même leaner, il peut s'arrêter un petit peu avant. Comme tu as dit, le côté prison, je l'ai vu aussi, avoir le défenseur derrière, être capable de s'élever, parce que, en fait, aussi en saison régulière, beaucoup de défense défendent en drop. Donc, avec l'intérieur qui recule et surtout qui protège le cercle, c'est comme si on donnait un petit peu à Maxey ce mi-distance, ce flotteur, tout ça. On lui dit, on préfère que tu fasses ça plutôt que tu viennes au cercle. Donc, il est dans le drive, beaucoup dans le drive. Il profite aussi de Joel Embiid, je pense qu'il faut le dire. Ça aide complètement. Mais c'est un joueur qui, en réalité, est déjà capable de nuances sur les types de drive et aussi sur autre chose que du drive. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Bon, j'avais noté, hein, en termes de fréquence de drive, du coup, sur ce drive par minute passé sur le terrain, donc la tendance dans le jeu à aller au panier, il est plutôt vers le haut du classement, mais on est quand même encore loin de joueurs comme Jimmy Butler ou comme LaMelo Ball, comme Jalen Brunson d'ailleurs, qui fait une saison assez exceptionnelle de ce côté-là. Et puis après, donc, il y a la question sur drive, on a parlé de sa fréquence à aller au panier, on n'a pas parlé encore de la finition. Il est à 49,2% au niveau de la finition en fin de drive, donc ce qui est plutôt pas mal. C'est plutôt bon, ouais, au niveau de 50%, sachant que les meilleurs sont plutôt presque aux 60 et que les très mauvais plutôt au niveau des 40. Donc 50, ça va. J'avais noté, qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, il est au niveau de quelqu'un comme Anthony Edwards, comme Trae Young, comme Kate Cunningham, encore une fois, comme Jalen Brown, pardon. Donc voilà, on est sur un finisseur quand même assez compétent, même s'il n'y a pas de la valeur d'élite. Qu'est-ce que toi, tu penses de sa finition au panier? Comme j'ai dit, je pense qu'il profite qu'il y a Joel Embiid, déjà. C'est normal. Joel Embiid je sais pas où tu le classes, mais dans les intérieurs dominants que j'ai pu voir en NBA offensivement et qui implique soit un peu de la peur sur les défenses, il est vraiment très très haut.
Il lui ouvre des espaces, quoi, du coup. Voilà, il lui ouvre des espaces. Et il s'entend bien avec lui en fait, aussi. Ça s'est fait assez rapidement, je trouve, l'entente entre les deux. Donc la finition, elle est aidée par ça parce que donc il y a beaucoup de situations de drop où on veut protéger un petit peu, mais souvent il y a quand même cette purge de Joel Embiid. Mais Joel Embiid peut scorer géométriquement partout, donc souvent il a d'assez bons drives. Et aussi, je sais pas si t'as isolé avec la transition, mais il y a beaucoup de paniers en transition aussi de Tyrese Maxey. Alors je crois que les drives c'est que sur du demi-terrain. Voilà, donc c'est que sur du demi-terrain. Donc je pense que 49, donc c'est 49% que sur du demi-terrain. Franchement, alors il y a le facteur Joel Embiid, mais je trouve que la finition elle est bonne, main droite, main gauche. Je te disais aussi, il aime bien finir main droite du côté gauche. Et franchement, je pense que tout part du premier pas, tout part des lectures qui sont plutôt bonnes de sa part. Alors, on met rien de très compliqué en termes de processing, de processus à faire, mais je suis assez, je sais pas ce que t'en penses, je suis assez satisfait de comment il termine en NBA. Surtout qu'il a quand même des bons atouts. Quand on a parlé du toucher de balle sur jump shot, on le retrouve ici, notamment, je trouve. Il y a une plutôt bon toucher de balle autour du panier, et surtout, ce qui aide aussi, c'est, alors comme tu dis, le côté rapide qui lui permet d'arriver avec un bon momentum au panier, mais surtout la longueur de bras pour son poste. C'est pas une longueur de bras de fou, mais voilà, pour un meneur de 6-3, avoir des bras de 6-7, c'est quand même pas mal de bonus. Et je trouve que c'est quand même pas mal, même si on n'a pas des définitions créatives de folie, mais franchement, on est quand même sur un truc assez intéressant. Et même, on parlait de la puissance physique, là. Il a pas encore cette puissance et cette caisse, ce coffre en partie haute du corps pour encaisser des contacts. Mais mine de rien, ce dont tu parlais dans l'article à l'époque de Kentucky, la fameuse fréquence de lancer franc, on la retrouve aussi beaucoup en NBA, quoi. Il a aussi cette agressivité pour aller chercher des lancers francs. Complètement. Ce qui est une chose un peu souvent sous-évaluée, je trouve, sous-cotée. En fait, c'est pas que c'est sous-côté, mais c'est qu'on préfère souvent mettre en avant la capacité à pull-up et le pourcentage à 3 points. En play-off, aller sur la ligne, se créer des paniers simples proches du panier, c'est guise de réussite en fait pour des joueurs en fait. Donc c'est très très bien que très tôt, ils soient déjà capables de montrer ça soir après soir. Là, j'avais noté en termes de lancer franc par drive sur ce ratio-là, il est 48e sur 98 joueurs qualifiés selon certains critères. Quasiment minimum, à chaque fois, il est dans la première partie, quoi. Oui, c'est ça. Au-dessus de la moyenne. Il est, j'ai noté avec ce ratio-là, il est au niveau de Bradley Beal ou de Devin Booker, par exemple. Donc, c'est quand même pas mal, sachant que les deux, Booker et Beal, sont des slashers sous-estimés, je pense. Les gens les voient plus comme des joueurs de pull-up, alors que c'est vraiment des très très bons slashers. Mais c'est vrai que bon, il est pas encore au niveau d'élite, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même pas mal, et c'est même devant j'aime bien comparer avec des Lamelo Ball est 77e, par exemple. Lui est 48e. Ali Burton est 86e, carrément. Donc voilà, il est quand même dans la première moitié, on va dire ça comme ça. Et de la même manière, j'avais noté, alors ça c'était pour les drives, les lancers francs sur drive, et les lancers francs de manière générale, il a 11% de lancers francs provoqués sur des tirs, sur des tentatives de tir. Et là, sur 11%, c'est pareil que Dinwiddie, Spencer Dinwiddie, c'est pareil que Jaylen Brown, c'est pareil que Jason Tatum, c'est même pareil que LeBron James. Alors LeBron James est un peu baissé peut-être avec l'âge, mais voilà, ça reste quand même un très bon score, le fait d'être à ce niveau-là. Et même si on compare simplement avec sa position de... Alors sur Clean the Glass, ils appellent ça les points et les combos, mais en gros, c'est les meneurs et arrière. Et donc sur les 61 meneurs et arrière avec un certain temps de jeu, il est 13e. Donc vraiment, on est sur quelqu'un qui a pas mal de valeur de ce côté-là en termes de lancer franc provoqué. Et comme tu dis aussi, ça a beaucoup de valeur, notamment parce que c'est des points faciles, c'est des points rentables. Donc aller mettre cette pression sur le panier, ça aide à créer du chaos, mais ça aide aussi à récolter pas mal de points très simplement, hein, dans la balance, quoi. Donc c'est assez intéressant. Et du coup, même question que sur le jump shot, avant qu'on parle peut-être de la transition même, mais sur le drive de manière générale, quel potentiel finalement tu lui vois là-dessus? Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de marge de progression? Est-ce que finalement on est déjà sur un joueur qui est pas loin de son potentiel à terme? Est-ce que ça peut être un Ja Morant ou un Luka Doncic ou un Gilgeous-Alexander, ou est-ce qu'on va rester plutôt sur un slasher plus modeste? Comment tu vois ça dans 5-10 ans? Moi, je pense que c'est un joueur qui sera toujours basé incroyablement sur le drive et qui peut vraiment être un très fort joueur de drive en NBA. Je pense que il a le premier pas, il a la capacité à être une menace sur zone intermédiaire, ce qui font qu'on peut pas non plus tout lui laisser sur zone intermédiaire. Et donc en fait, grâce à cette palette, cette dualité, cette polyvalence, il pourra, je pense, vraiment bien finir au cercle, parce que
le côté Anguille, comme tu l'as dit, donc physique, le côté athlétique, le côté virevoltant du premier pas et la palette technique, je trouve, et de possibilités de scorer font que moi vraiment, je pense que c'est un joueur qui peut être un excellent driver en NBA à terme, vraiment. Même top 10 driver de NBA, quoi. C'est marrant, je me fais jamais classement top 10 driver de NBA, je devrais. Franchement, je devrais. Mais En tout cas, alors je vais reformuler. Est-ce que tu le vois un jour être, je sais pas moi, un vrai élite de chez élite en termes de drive, genre à plus de 20 drives par match et 58% de réussite au panier? Est-ce que tu le vois avoir ce potentiel-là carrément? Ou est-ce qu'on est quand même plutôt sur du deuxième chapeau, on peut appeler ça comme ça, deuxième chapeau qui est encore très très bon, on est d'accord? je dirais deuxième chapeau, parce que comme je l'ai dit un peu pour résumer, pour moi c'est un joueur à haut plancher, mais qui a peut-être pas forcément un plafond immense. Okay. Mais je mettrais l'astérix, s'il joue encore avec Joel Embiid pendant 10 ans, et que Joel Embiid sera pas toujours à ce niveau-là, mais ne rate pas trop de matchs et reste un All-NBA pendant les 3/4 de cette période-là, je pense qu'il peut vraiment exceller. Ouais. Du coup, peut-être avant de passer au passing, un petit encart sur le jeu en transition. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur son jeu en transition? C'est quand même là qu'il apporte pas mal de valeur avec sa vitesse aussi. C'est ça, la vitesse, la possibilité alors en tant que porteur de balle, la possibilité à être tranchant et donc faire les bons choix en transition. Comme tu as dit, il est à 7% de turnover sur l'année, donc ça veut dire que ça soit sur attaque placée ou même sur transition, il perd pas énormément de ballons. Peut-être il en perd sûrement un peu plus dans certains types d'actions, mais il est bon là-dessus. Il peut aussi terminer les actions, il est tranchant. Il a toujours aimé la transition, Maxé. Moi, je me rappelle toujours, il aime pousser la balle, il a un bon cardio, je trouve qu'il a toujours un cardio assez intéressant là-dessus. Et puis voilà, il aime courir et ça se voit en fait. Il aime être en mouvement, il aime être proche du panier, attaquer le cercle, finir. Et donc ouais, c'est ce qui finalement va beaucoup aider, je pense, avec les Sixers de Joel Embiid et James Harden, qui sont des attaquants assez statiques sur isolation ou sur poste bas. Ça peut apporter une certaine dimension aussi. Complètement. Ça m'intéresse de voir si potentiellement Maxey jouerait quand Maxey va jouer sans Harden. Voilà, je pense que ça va plus courir. Voilà, du côté des Sixers et ça devrait plus courir parce que c'est beaucoup de choses sortent depuis le trade, les questions de fit, les questions de tout ça. Ce qui est sûr, c'est que quand t'as James Harden dans ton équipe, tu joues plus lentement. Donc c'est de facto. Du coup, on peut passer au passing, hein, sauf si tu as quelque chose d'autre à rajouter sur le drive. Mais sur le côté passing, c'est vrai que autant moi, j'avoue que je lui vois vraiment un très bon potentiel au niveau du pull-up et du jump shot. Sur drive, il est déjà très bon et je le vois aussi pas mal progresser. Autant le passing, je pense qu'il est très bon dans son rôle, mais je suis peut-être pas un peu déçu, mais c'est peut-être des trois aspects offensifs, celui où je reste un peu sur ma faim en termes de potentiel. Toi, comment est-ce que, déjà, de manière générale, comment est-ce que tu nous décrirais son passing, ses qualités, sa production et de manière générale, donc, sa capacité à distribuer le jeu, comment tu la définirais? Simple et fonctionnel, je dirais. Ouais. Sans être, c'est ce qui m'empêchait de le mettre plus haut à un moment de sa draft, donc dans le noyau, le tiers avec Anthony Edwards, LaMelo Ball, parce qu'en fait, je trouvais pas qu'en termes de créativité balle en main, la capacité donc à initier de l'attaque sur pick and roll, à vraiment capable de faire toutes les passes, donc drive and kick, main droite, main gauche, une main, deux mains, avec un rebond, la capacité à faire des lobes aussi. Bon, Embiid n'est pas le partenaire idéal, on va dire. Là, il n'a pas le rim runner classique peut-être pour jouer du pick and roll de cette manière-là. Mais c'est vrai que je suis un peu comme toi, c'est l'aspect du jeu offensif où il a le moins de potentiel, je pense, clairement. Mais ce qu'il fait, c'est très simple. Je pense que Doc Rivers lui demande peu de choses compliquées. Il lui demande surtout d'exécuter des choses assez basiques. Donc comme un peu sur le reste, où le plan, mais encore plus mis en exergue là-dessus, le plancher est haut, le plafond est assez bas. C'est vrai que j'aime beaucoup ton adjectif de fonctionnel parce que c'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'on est là-dessus sur quelqu'un qui fait toujours la bonne action, mais finalement sans le génie créatif. Si on peut le résumer un peu comme ça.
Bon, pour redire un peu les chiffres de tout à l'heure, on dit, il était en termes de ratio d'assist par utilisation, par usage, il a un bon score. Hein. Il est à 33e sur 88 joueurs avec un certain niveau minimum d'utilisation. Donc 33e sur 88, c'est pas mal. Hein. Mais c'est vrai que j'ai jamais trouvé sur les images de match, et là je me suis refait toutes ces assists cette année pour préparer le podcast, il y a rien qui pop, il y a rien qui ressort du lot dans ces assists, et même pour les fans des chiffres bruts, moi je suis pas fan des chiffres bruts, mais il a 4,6 assists par match cette année. Le fait est aussi que quand tu vois ces assists dans le détail, il y a pas beaucoup de trucs créatifs, même pas forcément d'élite, mais de haut niveau, je trouve. Il y a beaucoup notamment de passes simples pour un Seth Curry qui fait une sortie d'écran. Il y a beaucoup d'assists aussi, juste tu donnes la balle à Joel Embiid et il va au poste bas, et ça compte comme une assist parfois. Il y a beaucoup de juste le fait de faire l'extra passe. Donc ça c'est bien. Effectivement, on va pas lui reprocher d'être intelligent et de faire la bonne passe. Mais en termes de créativité, c'est vrai que c'est pas quelque chose d'hyper qui ressort beaucoup, quoi. Ça utilise pas beaucoup la créativité. Et même il y a des fois aussi, j'ai noté pas mal de fois où il donne la balle à Tobias Harris qui pareil fait une isolation sur 2 dribbles et qui met le panier. Donc voilà, j'étais un peu déçu de ce côté-là. Quand j'ai regardé bien en détail ses passes, je sais pas, j'avais ressorti quelques problèmes, mais il y a un problème de créativité, enfin un problème. En tout cas, il y a pas une créativité de très haut niveau, je trouve, premièrement. Je sais pas à quel point aussi la taille peut le gêner. J'aimerais bien que tu me donnes ton avis là-dessus. Et je trouve pas non plus la vision exceptionnelle. Non, franchement, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Il est pas capable d'avoir des lectures avancées très développées. Tout à fait, ouais. C'est ça, en fait. Il est pas capable de, sur le timing des passes, c'est plutôt bon. Sur pick and roll, des fois, il est un peu hésitant. Après, voilà, il a 21 ans. Je pondère souvent assez par l'âge, mais par contre, on peut dire que en termes de flash, parce que souvent sur le contrat rookie, sur les porteurs de balles, les flashs sont des choses qui permettent vraiment de projeter. Ce qui est faux, c'est que certains, c'est même plus des flashs, ça devient récurrent. LaMelo Ball et Haliburton dans la même draft. Tu parlais d'Haliburton récemment dans une émission. LaMelo, on en parle beaucoup aussi. Eux, c'est possession après possession. On voit de l'initiation de haut niveau, en fait. Tandis que Maxey, c'est de l'initiation solide, rien de... C'est très académique, en fait. Il y a rien de transcendant, il y a rien qui transcende peut-être le système ou le type de jeu appelé par Doc Rivers et par son staff. Et donc, on peut un peu, en termes de potentialité, le voir moyen plus là-dessus. Parce que, pour lister un peu ses qualités, c'est quelqu'un d'intelligent, qui a un très bon QI, qui est très altruiste et qui fait toujours la bonne action. Ça, c'est toujours quand même à mettre à son crédit. Complètement. C'est-à-dire, s'il a un close-out, il attaque et il fait la petite extra passe. S'il y a un renversement de jeu, il fluidifie le jeu et il fait la petite extra passe également. Sur pick and roll, il sait faire les basiques, on peut dire ça comme ça. Il sait faire la petite passe à terre, la pocket pass pour le roll. Il peut faire des lobs aussi. Mais c'est vrai que ça reste assez académique finalement. Et il n'y a pas ce truc créatif. Alors je parlais de génie créatif, on n'est pas à ce niveau-là, mais il y a même pas une créativité de haut niveau, je trouve. Tu vois, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas à quel point tu l'as vu cette année, mais un mec comme Jalen Brunson, moi, m'impressionne plus en termes de création balle en main, par exemple. Ouais, j'adore Jalen Brunson, mais complètement. Oui, c'est Jalen Brunson, et d'ailleurs c'est peut-être sûrement pour ça que Porzingis n'est plus là et que on le met autant en valeur, parce qu'il va falloir lui donner un peu d'argent tellement il est fort, ouais. tellement il est fort. Mais complètement, c'est en fait les gens vont peut-être dire c'est bien d'être fonctionnel, c'est bien d'être propre, c'est clair. C'est vraiment très bien. Mais si on parle de potentialité sur les 10 prochaines années, des joueurs comme des joueurs en première, deuxième, troisième année ont des flashs plus forts que Tyrese Maxey, et donc oui. On peut dire que potentiellement il serait plus fort. Maxey, lui, tout de suite est efficace. Même tu sais, Darius Garland. Je me souviens que Darius Garland deuxième année. Moi j'avais pas vu les matchs l'an passé, mais quand je me suis refait un peu rattraper le retard durant l'été, il y avait des flashs extrêmement impressionnant de lecture très avancée, comme tu disais. Complètement. D'opérer sur pick and roll et de lire le positionnement du défenseur côté faible, de manipuler même certains défenseurs, etc. La manipulation visuelle aussi, ça. Complètement. Oui, tout à fait, oui. Il n'y a pas trop de manipulation visuelle chez Maxey. Il fait souvent la passe là où il regarde. C'est bien, c'est pas grave, mais un mec comme Haliburton, des joueurs comme LaMelo, Cade aussi, je trouve, Darius Garland, eux, ils arrivent aussi à rendre des coéquipiers ouverts parce que ils vont regarder ailleurs. Et donc,
ça c'est des choses de potentiel plus. Il y a pas trop ça chez c'est un Maxey, peu la encore. vision du coup. C'est un peu la Complètement. vision de jeu finalement. Complètement. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi du coup. Et c'est vrai que moi, il y a à la fois pour illustrer ce manque de vision de jeu, mais aussi de créativité du coup, je suis étonné à quel point il fait peu de drive and kick. Ouais. Finalement, il y a très très peu d'actions où tu pourrais te dire c'est un slasher, il a de l'impact sur drive, bon il peut créer du jeu de cette manière, mais sauf que ça requiert une certaine dose de créativité dans l'instant, dans le moment, et sur une réactivité aussi, une capacité à lire le jeu et à y réagir, une vision périphérique peut-être aussi. C'est vrai que ça il l'a pas trop, et je trouve qu'il y a quasiment aucun drive and kick cette année ou même l'an passé qu'on a vu, alors que quelqu'un qui est aussi bon sur le drive, tu pourrais te dire que ça pourrait générer de l'attaque aussi comme ça, et pour l'instant on n'est pas trop sur ce mode là quoi. Complètement. Est-ce que peut-être le manque de puissance, c'est là que le drive and kick, quand on part vers sa droite et qu'on veut kicker vers la droite, c'est pas compliqué, mais quand on veut renverser vers la gauche, faut être gainé, faut être vraiment athlétiquement assez bon. Peut-être que ce manque de puissance encore le perturbe un petit peu et fait qu'il a pas énormément confiance sur son drive and kick. Le fait aussi peut-être que des fois il joue pas qu'avec des shooters. Alors peut-être qu'il a pas énormément confiance, mais je pense que ça se base surtout sur le genre qui aime le drive, qui préfère finir à passer quand il part en dribble vers le cercle. Mais il y a des petits flashs, tu vois. Moi j'aime bien, j'ai vu sur certains matchs. Alors George Niang est un excellent joueur de catch and shoot et il y a une bonne relation avec lui. Il y en avait une avec Seth Curry aussi. Après, faut avoir parce que la question sera de savoir avec qui il jouera en playoff. Dans les minutes clés, et c'est vrai que s'il y a Matisse Thybulle ou d'autres joueurs comme ça, peut-être que le drive and kick n'est pas l'option principale, mais je suis assez d'accord avec toi aussi, c'est un truc qui doit améliorer parce que les porteurs de balles aujourd'hui doivent faire du drive and kick. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait que ton attaque est bonne en NBA. Tout à fait, mais même à l'époque, je me souviens, c'est ce qui faisait que Ty Lawson était un générateur de jeu aussi bon, parce que il avait cette capacité à impacter sur drive, et à faire sur comment dire, des passes sur drive and kick ou drive and dish. C'était un des meilleurs de NBA clairement, avant qu'il commence à avoir double malheureusement, mais pour ceux qui se souviennent de l'anecdote. Mais non, mais alors j'avais noté aussi un peu dans ce profil là dans ce thème là des drive and kick, une stat qui m'a un peu étonné, mais en même temps je la comprends a posteriori. Donc sur les joueurs qui font minimum 9 drives par match en moyenne, Maxey c'est le pire en termes de pourcentage de passes réalisées sur des drives. Donc on parle pas de passes décisives, juste de faire le fait de kick out, il est à peine à 21%, donc une fois sur 5 à peine il ressort la balle, il fait une passe sur son drive, sachant que les meilleurs de NBA sont autour des 50%, 55%, et là on retrouve des Haliburton, des Garland, des Josh Giddey d'ailleurs, Kyle Lowry pour les plus vétérans, mais voilà, c'est vrai que cette stat, je trouve, elle illustrait assez bien cette non-capacité d'avoir de la créativité peut-être sur drive and kick et de générer du jeu de cette manière malheureusement. Complètement. Et donc voilà, question rapidement aussi, du coup, on est d'accord que le potentiel de passeur, du coup, on n'est pas du tout sur un initiateur de haut niveau d'élite, on est peut-être même pas sur un chapeau 2 à terme, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je pense pas. Et c'est vrai que, en fait, c'est marrant, on cite des noms dans les 2-3 dernières drafts de potentiels très forts passeurs sur initiation d'attaque. Maxey est un peu à compte courant, parce que lui, il est dans autre chose, et il performe très bien aussi dans ce qu'il fait. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi que je le vois pas être initiateur principal, ni gros initiateur secondaire, ce que pouvait être CJ McCollum, à ses meilleures périodes importantes, ce que pouvait être Bradley Beal quand il jouait beaucoup avec John Wall. Je pense que Maxey sera encore à un niveau peut-être différent. Et c'est pas forcément problématique, mais ça dépendra avec qui il joue, en fait. Avec qui il sera aligné. C'est marrant parce que moi je le voyais potentiellement dans un rôle à CJ McCollum, justement. Ok. Qui a pas forcément beaucoup de passing à McCollum, même si c'est vrai qu'il en a développé plus tard, donc je te rejoins là-dessus. Mais c'est vrai que le McCollum de ses débuts, il y avait pas beaucoup de passing et de création. C'était juste un mec qui faisait son truc à lui, quoi. Complètement. Mais donc la comparaison de McCollum début de carrière pourrait coller. Mais c'est vrai que ce manque de passing et de création pour autrui et de création de jeu, c'est peut-être ce qui va aussi délimiter un peu son potentiel maximum, malheureusement. Ouais. Donc voilà.
On peut passer du coup sur la défense, rapidement expliquer un peu d'un point de vue défensif. C'est vrai que ça commence aussi, encore une fois, par des excellents atouts physiques et athlétiques. Complètement. Et un joueur qui aime défendre. Dans les catégories jeunes, alors souvent on a un peu le poncif, il adorait shut down les adversaires chez les jeunes et tout. Bah ouais, mais en même temps, quand t'es plus physique et plus fort que tout le monde chez les jeunes, oui, t'aimes bien montrer que t'es le plus fort et puis être là-dessus. Tyrese Maxey, je faisais référence encore une fois à cette compétition FIBA, donc le championnat des Amériques U18 2019. C'était un peu sur les matchs qu'il jouait, le stopper défensif. Oui. Cole Anthony, Kobe White et Dosomnu n'étaient pas trop impliqués par la défense. Quentin Grimes, qui d'ailleurs et c'est incroyable que Quentin Grimes soit devenu ce spécialiste du tir à 3 points, parce que c'était pas du tout ça plus jeune, et ça montre aussi que on peut changer et s'adapter à un rôle pour faire carrière en NBA, ce que fait bien Grimes cette année avec les Knicks. Mais Cole Anthony, Kobe White et Ayo Dosomnu ne voulaient pas trop défendre. Donc Tyrese Maxey prenait avec plaisir ce rôle de naviguer entre les écrans, défendre le point d'attaque face à des adversaires plus petits. Il est vraiment super bon là-dessus. Il bouge bien ses pieds et ses jambes, je trouve. Il a une bonne vitesse de pied aussi. Et je trouve qu'il est pas non plus très naïf. Bien sûr plus naïf que des vétérans, des joueurs de deuxième contrat, mais il est pas souvent ciblé par sa naïveté, je trouve, en NBA. Et c'est assez positif là-dessus. Et comme tu le dis, tout part de qualité athlétique au-dessus de la moyenne sur les extérieurs. Une bonne taille, une bonne envergure de bras aussi, et comme on dit, la flexibilité et l'agilité de son profil, je trouve que c'est un des meilleurs de NBA, non, peut-être pas, mais c'est un très très bon NBA pour, comme tu dis, naviguer à travers les écrans, pour traverser les écrans, ce qu'il n'a pas en puissance finalement, et parfois il peut se faire éliminer sur un écran parce que l'écran est très dur, mais finalement cette agilité, ça compense aussi, et ça lui permet d'être plus agile et plus rapide sur la navigation d'écran à certains moments. Donc il y a cet aspect-là qui est d'ailleurs d'autant plus important à Philadelphie, où tu joues le drop et où tu as besoin que tes arrières, quand Joel Embiid attend proche du panier ou en tout cas en retrait sur le drop, tu as aussi besoin qu'au point d'attaque et au niveau de l'écran, l'arrière vienne traverser l'écran le plus vite possible et revenir contester le tir s'il le peut. Le fameux rear view contest, le contest dans le rétroviseur. Un peu comme ce que fait d'ailleurs Mike Conley très bien, du côté de Utah avec Gobert, pareil. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté point of attack très bon, le côté écran très bon. Il y a peut-être un peu plus de doutes sur sa polyvalence défensive, on peut dire, peut-être sur des switches ou sur la capacité à garder des plus gros, mais en même temps, ça c'est le lot de tous les meneurs, finalement. Complètement. La question se pose aussi avec Harden, parce que, je sais pas ce que t'en penses, mais Harden est un défenseur de switch, quoi. On va dire. Plus un défenseur de switch que de drop. Donc, l'association Embiid-Maxey marche bien sur le drop. Avec James Harden qui arrive, j'ai hâte de voir comment il peut être utilisé. Est-ce qu'il va encore le faire beaucoup naviguer loin du ballon, mais ça voudrait dire moins stopper le drive sur le point d'attaque et donc mettre plus en difficulté en bid. Ça va être très intéressant de voir, je trouve, la créativité que va mettre en place Rivers là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus un défenseur de drop que de switch pour le moment, et c'est dû au fait que il a une très bonne vitesse latérale horizontale pour vraiment stopper et naviguer, pour stopper le ball handler, en fait. Et qu'est-ce que tu penses du coup de sa défense sans ballon? Parfois un peu naïf, mais je trouve que cette année, je trouve que Rivers, pour tout ce qu'il prend de certains côtés, je trouve qu'il arrive vraiment à le mettre dans les situations les moins propices à ce qu'il fasse des erreurs, en fait. Les termes de lecture, c'est plutôt simple, et il sait que c'est un joueur rapide qui navigue bien entre les écrans, donc il va surtout lui demander des choses simples là-dessus. Je t'avoue que c'est pas la chose que j'ai regardé le plus, la défense loin du ballon. Tu auras sûrement un meilleur avis que moi là-dessus. Non, mais c'est vrai que en même temps, il y a pas grand-chose à dire. Je trouve, dans le sens où c'est quelqu'un de très académique là encore, et qui fait son job, mais qui finalement n'est pas un si bon playmaker que ça défensif. Non, les stocks sont pas incroyables. Donc c'est l'association style et bloc. C'est souvent les playmakers défensifs sont très bons là-dessus, et c'est vrai que lui c'est assez bas. C'est pas un défenseur qui prend des risques, en fait, comme tu le dis. Et je me demandais à quel point c'était la faute du système ou pas, parce que c'est vrai que un système en drop peut-être est aussi moins amené sur certains schémas en drop à prendre des risques. Mais c'est vrai que je suis allé regarder, et c'est quand même une tendance qui remonte un peu à
avant justement à Philadelphie et jouer avec Embiid. Notamment, j'ai noté qu'en NCAA, il a fait 27 interceptions en 31 matchs. C'est vrai, et c'est faible pour le joueur qu'on peut C'est très penser. très faible, ouais. C'est ça. Parce que le vrai playmaker défensif, c'était Ashton Hagans, en fait. Et il avait vraiment ce pédigré de défenseur incroyable, vraiment nul à la finition offensive, mais organisateur offensif et shutdown défenseur. Et Maxey était vraiment plus, encore une fois, dans la navigation, peu d'erreurs. Ça aidait parce que Quickley n'était pas le plus efficace, on va dire. Mais encore une fois, c'est encore le cliché. C'est un fils de coach qui a été coaché par son papa, je pense, donc avec des fondamentaux assez solides et qui fait tellement peu d'erreurs qu'en fait, il va pas faire d'action plus de ce côté-là. Ça, ouais. C'est un peu l'anti-Matt Stable, quoi. Si on veut penser là-dessus. Mais c'est vrai que ça fait un peu écho à ce qu'on disait sur le côté offensif avec le passing, je trouve. Le côté très académique, fait la bonne action, mais finalement pas de génie créatif. Et, en défense, on a un peu le même profil, je trouve, où on a quelqu'un qui est en bonne position, qui est très bon sur le ballon, etc., mais qui a pas non plus le génie créatif de ce côté-là. Cette capacité à être complètement instinctif, à créer des actions à partir de rien. Comme des trucs de LeBron James par exemple où il sort de l'autre côté du terrain, il te fait une interception, tu comprends pas pourquoi, ou même un côté peut-être plus cérébral de Draymond Green ou qui fait des trucs assez incroyables. Mais même tu vois, en comparaison, j'avais noté donc 27 interceptions en 31 matchs. Marcus Smart à l'époque de Oklahoma State, c'était 89 en 31 matchs. Ça fait quand même une certaine différence. Ben Simmons, c'était 65 en une trentaine de matchs. Et même voilà, un mec comme Haliburton aussi. Haliburton, c'était plus de 54, il me semble, style sur sa saison, qui en plus est une saison d'à peine 20 matchs. Mais tu vois, Haliburton n'a pas du tout le côté défenseur de Tyrese Maxey, mais par contre, lui, il a le côté instinct, le côté compréhension du jeu, le côté instinct naturel. Et c'est playmaker défensif. C'est ça, ouais. Mais parce que finalement, je pense que c'est corrélé à la même qualité, qui est de comprendre le jeu. Si t'es capable de faire des actions sur le passing et sur la créativité en attaque, c'est parce que tu comprends le jeu, et si tu comprends le jeu, t'es aussi capable du coup de court-circuiter un système de l'autre côté en tant que défenseur, quoi. De lire, de comprendre avant ce qui peut se passer. Ouais, complètement. Et du coup, on se retrouve sur encore une fois, comme pour le passing, un défenseur académique finalement, qui est en bonne position, mais qui va pas te faire de différence incroyable de ce côté-là. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà bien. En fait, dans les contrats, on va pas souvent en contrat rookie, on a souvent pas mal de joueurs qui sont négatifs défensivement. Surtout de plus en plus à l'intérieur, où c'est très compliqué maintenant quand t'arrives à l'intérieur, d'arriver en NBA aujourd'hui, en contrat rookie, sur tout ce que t'as à faire, drop, switch, les compréhensions, tout ça, c'est super dur. Mais que lui en fait t'as utilisé le bon truc, je pense, académique, fonctionnel, pas trop dans la prise de risque. Et je pense que pour une équipe qui vise le titre, Philly vise le titre, je pense que c'est quand même bien d'avoir ce genre de joueur-là, parce que ils ont aussi le playmaker défensif à côté, en la personne ils en avaient même deux, avec Simmons et Thybulle, mais ils ont avec Thybulle, ils ont un peu les deux côtés de l'échiquier, entre guillemets. Et donc, on peut passer un peu à la dernière partie de ce podcast. Et donc, de manière plus générale, j'avais quelques questions pour toi. On a parlé beaucoup du profil scouting dans le détail, de jump shot, passing, le drive, la défense. Maintenant, du coup, plus globalement, si je te demandais 3 scénarios pour ce joueur, pour Tyrese Maxey, un scénario raisonnable mais quand même pessimiste de carrière, un scénario, on va dire médian, quel scénario vraiment médian et on peut s'attendre raisonnablement de sa carrière, et un scénario peut-être optimiste sans non plus dire qu'il va avoir le pull-up de Stephen Curry d'un coup, quoi. Mais voilà, quel scénario pessimiste, médian et optimiste tu envisages en termes de carrière et en termes de rôle pour Tyrese Maxey? C'est super intéressant, j'adore réfléchir comme ça. D'ailleurs, je pense que pour commencer, le scénario médian et le meilleur scénario sont pas le plus et moins éloignés que pour d'autres profils. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que il y a pas une énorme différence.
Je dirais le meilleur scénario, moi je dirais Tony Parker en fait. Ouais. Je dirais Tony Parker. Alors très fort sur le drive, fonctionnel, capable d'être bon à mi-distance, très bon en transition, pas d'erreur défensive, un joueur voilà qui fluidifie sans créer avec génie. Voilà, je pense que c'est plus là-dessus que je partirais. Et c'est En vrai fait, que Tony Parker était un excellent initiateur et un peu la première étincelle qui créait le décalage, mais derrière, mine de rien, il y avait aussi tout le jeu collectif de San Antonio. et il y avait Et le je suis génie pas de sûr que Ginobili quoi. oui, Ginobili, voilà. Je suis pas sûr que si on avait mis Parker dans un rôle de première option héliocentrique avec une équipe, il aurait pas forcément fait très bien, quoi. Complètement, voilà. Non, mais c'est vrai que du coup, la comparaison optimiste est très très bien trouvée, je trouve. Elle m'est venue il y a 2-3 mois en fait en regardant, j'ai dit j'essaie de trouver en fait, comme on disait en fait d'ailleurs, il est pas trop dans le moule des jeunes gardes modernes quoi. Et qui sont plus sur le soit on finit beaucoup au cercle et on pull up de loin, on joue beaucoup de pick and roll, on a de la créativité, voilà, les Garland, les Morant, les Haliburton, les Lamelo, Cade, t'as même parlé d'un Brunson, j'en oublie énormément bien sûr, mais il est un peu différent et c'est vrai que Parker, si on le met en 2022 en NBA, il aurait un jeu un petit peu à contre-temps de ce qui se fait quoi sur ces postes-là, donc c'est pour ça que je partirais là-dessus. Ok, donc ça c'est pour l'optimiste. Ouais. Pour le médian ou pour le pessimiste? Un scénario pessimiste, donc ça veut dire que c'est un joueur qui selon toi ne développera jamais quoi, par exemple. Justement, c'est la question. Est-ce que le pire c'est carrément il devient totalement inutile, ou est-ce que le pire c'est simplement bon oui c'est un bon puncher en sortie de banc quoi? Ouais, le pire c'est un backup meneur solide. Ok. Un joueur qui peut jouer entre 17 et 25 minutes sur les sur les 8-10 prochaines années, je pense. Voilà. Ok, mais jamais un rôle majeur et vraiment le Voilà. joueur de rotation, presque de bout de banc parfois même. Ouais. Et au niveau du scénario médian, alors on est sur un bon titulaire NBA, mais qui fait jamais de splash quoi. Voilà, un starter plus, je dirais. Un titulaire plus. Un joueur qui ne sera jamais top 15 meneur, top 10 meneur. Ce scénario-là, peut-être. Qui sera jamais Mario Chalmers, alors, c'est ça? Ouais, exactement. Exactement. Mais, ouais, ce genre de joueur fonctionnel, pas d'erreur, mais pas de... En fait, ça va souvent ensemble. Tu fais pas beaucoup d'erreurs, parce qu'aussi tu prends pas énormément de risques. Et donc, que t'es facilement coachable, t'es insérable dans beaucoup de systèmes. Les coachs, je pense, vont adorer l'avoir, donc il fera carrière, en fait. Une sorte de Will Barton de meneur, quoi. Ouais. Sans les blessures, on espère. Voire même peut-être un peu mieux, peut-être. Ouais, peut-être un peu mieux. Will Barton est un vrai bon joueur, je trouve, par séquence, mais je dois tomber que sur les matchs où il est super fort, en fait. Donc, mais ouais. Non, il est très fort. C'est juste qu'il est moins fort que Torrey Craig, mais il est quand même très fort. Non, mais oui, c'est le mec qui fait pas de vagues, qui est jamais dans la conversation pour des All-Stars, mais qui a une production toujours régulière et intéressante, quoi, mine de rien. C'est ça, complètement. Le bon titulaire NBA, mais pas plus. Ouais, un genre de George Hill, quoi. Ouais, c'est vrai. Si tout se passe bien. Dans un jeu différent, hein, moins sur le tir et plus sur le drive, mais dans l'idée de ce qu'est ton équipe si George Hill est ton meneur titulaire, quoi. C'est vrai que George Hill, en plus, ça colle bien avec le côté défensif et absence de génie créatif à la passe, mine de rien. Complètement. Ça colle pas. Bah, du coup, voilà, ma question prochaine, c'était quelle comparaison est-ce qu'on avait? Bah, du coup, tu nous as parlé Tony Parker pour le scénario optimiste. Ouais. Et George Hill, ça colle pas mal, hein, finalement. Ouais, ça peut, franchement. Autre question que j'avais sur son futur, de manière générale, quelle configuration idéale, du coup, tu penses qu'il faudrait autour de lui? Joel Embiid, c'est triché, je pense. Donc, je vais pas dire parce que c'est positif pour tout type de joueur NBA, je pense. Et je vais pas non plus partir sur le cliché des shooters autour et tout ça, parce que oui ça on le sait. Voilà, des shooters autour, Seth Curry, George Niang et Danny Green ou Isaiah Joe, que j'aime beaucoup aussi, qui quand il joue peut tirer avec Maxey, c'est sûr que ça marchait très bien. Je dirais un autre gros porteur de balle, en fait. Un autre, Jimmy Butler, quoi, s'il était resté. Si Jimmy Butler était resté du côté de Philly, en fait, un joueur qui fait que Tyrese Maxey n'est pas le créateur principal, parce qu'il ne peut pas l'être, mais qui fait que on peut le mettre en mouvement et on peut lui demander de prendre des décisions en tant que créateur secondaire, avec la possibilité pour lui
d'être axé sur le drive, mais de pouvoir quand même prendre des décisions dans la main, parce que je pense que ce qui monte aujourd'hui, c'est-à-dire avoir peu de pertes de balles pour quand même pas mal de passes décisives à son âge, ça prouve quand même que il a quand même même si la lecture n'est pas de génie, elle est quand même plutôt positive, elle est bonne, et donc j'ai confiance en lui pour être fonctionnel et avoir l'impact physique qui font qu'on aura toujours peur du drive chez lui, et donc ça lui ouvrira des choses. Souvent, je trouve on matérialise pas toujours ce que veut dire être super athlétique. Pourquoi Ja Morant est incroyable, il est super athlétique, parce qu'en fait, vu qu'il est super athlétique, ça lui facilite sa prise de décision, en fait. Parce que là où Haliburton et Lamelo sont pour moi des génies, parce que eux, rien n'est simple, entre guillemets. Tu dis ça juste pour que je te réinvite sur le podcast, hein, quand tu dis que Haliburton est un génie, c'est ça? Non, mais parce que Haliburton est un génie de la transition. Lamelo, pour moi, est un génie. Enfin, ce qu'il arrive à faire, c'est impressionnant. Ja Morant, c'est un dragster, en fait. Donc, il est sur chaque action, l'angle de passe est plus simple, le choix est plus simple parce que l'adversaire est dans le vent, et parce que on a peur de ce qu'il peut faire ensuite. Maxey, grâce à ses qualités athlétiques, peut devenir un joueur qui se facilite la vie, et donc qui, à côté d'un créateur principal fort, peut vraiment être super utile. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de la prise de décision de quelqu'un comme LeBron James ou même Luka Doncic. On dit ouais, ils sont hyper lucides, ils prennent toujours les bonnes décisions, ils arrivent à décrypter les défenses, etc. Oui, sauf que tout le monde n'a pas leur impact sur une défense, quoi. Donc il y a aussi, voilà, quand LeBron James il fait un drive où il va en plein milieu d'une défense, il y a certaines ouvertures que si tu t'appelles, je sais pas moi, Chris Copeland, elles sont pas là pour les ouvertures, voire même si tu t'appelles juste CJ McCollum, hein, on va pas se mentir. Oui, complètement. Ouais. Donc c'est vrai que de ce côté-là, et pour la question du coup, si je reprends un peu ce que tu t'as répondu, donc c'est idéalement plutôt à côté d'un vrai porteur de balle d'élite. Ouais. Avec en plus, comme tu dis, avec Butler, c'est sympa parce que Butler est lui-même quelqu'un d'assez polyvalent qui peut lui permettre aussi à Maxey d'avoir pas mal la balle quand Butler est sur le terrain, par exemple. Un Butler ou un DeRozan, quelque chose comme ça, ça serait intéressant, parce que bien sûr, oui, à côté de Luka, LeBron, KD, oui, bien sûr, mais Stephen Curry, Jokic aussi. C'est ça, exactement. Mais je pense que même si des joueurs que DeRozan et Butler sont pas des énormes menaces sur pull-up à 3 points, mais je pense que ça fonctionnerait quand même, parce que il y aurait cette agressivité vers le cercle qui serait super fort, et je pense qu'on le sous-cote, en fait, cette capacité soir après soir à aller sur la ligne des lancers francs, à pouvoir créer de la pression vers le cercle, et je pense que sur ça peut bien fonctionner. Mais alors, avant qu'on passe à mon dernier petit jeu là que j'avais prévu, dans le scénario optimiste, finalement, où tu compares à Tony Parker, on est d'accord que dans le scénario optimiste, on peut avoir quelques sélections All-Star. Ouais. Oui, je pense. Ok. Je pense. Okay. Ouais. Je pense, ouais. Il y a toujours cette différence All-Star, All-NBA. All-NBA, ça veut dire, c'est ça. Sur une saison, être un des 6 meilleurs gardes, compliqué, mais peut-être. All-Star, ouais. Enfin, cette année, Dejounte Murray était All-Star. Moi, si on m'avait dit qu'un jour il serait All-Star, j'aurais dit non. Et en fait, les progressions sont possibles. Et puis, s'il y a un ou deux blessés dans une sélection, tu l'es, quoi. Mais il fait aussi, et c'est intéressant, partie de cette liste des gardes de plus en plus jeunes qui vont, je pense, compter dans la ligue, avec Garland, Lamelo, Haliburton est passé à l'est maintenant, Kate Cunningham aussi. Et puis Maxey est dans cette zone-là. Alors justement, on va parler un peu de dernière chose que je voulais faire aujourd'hui pour continuer un peu à mieux le cerner, à aider à mieux cerner son niveau. J'ai un petit jeu, je vais te citer pas mal de noms, justement, et notamment de ces jeunes joueurs. Tu vas nous dire si tu préfères Maxey ou le joueur que je te cite. Ok. Comme ça nous permet un peu de voir dans la hiérarchie où est-ce que tu le situes les uns par rapport aux autres. Donc on peut commencer assez bas, ou assez simplement en tout cas, des joueurs de son âge. Si je te dis Maxey ou Killian Hayes. C'est super intéressant, parce que période processus draft, j'aurais dit Killian Hayes, vraiment. Ouais. Et même si je suis vraiment quelqu'un qui veut pas juger sur le contrat rookie, qui attend la fin du contrat rookie pour vraiment prendre mes décisions sur ce qui s'est passé à draft, je dois dire Tyrese Maxey aujourd'hui. Ok. D'ailleurs, Hayes, c'est un peu l'anti-Maxey, c'est-à-dire il a le côté créatif et génie, mais il a pas le côté autour du drive ou du scoring ou de l'impact. Complètement.
Si je te dis Maxey ou Kobe White? Ah, Maxey, tous les jours. Ok. Cole Anthony ou Maxey? Maxey, parce que Cole Anthony, qui est un joueur que j'apprécie énormément, ne se crée rien de facile aussi. Ok. Donc Maxey. Ok. Maxey ou Jalen Suggs? Maxey. Jalen Suggs est très intéressant, mais je crois plus en Tyrese Maxey. Bon, alors Tyrese Maxey ou Josh Giddey, par exemple? Tyrese Maxey. Ok. Mais Josh Giddey, c'est vrai qu'on attend un peu plus au niveau du scoring, notamment. Ouais, c'est un joueur qui pour l'instant n'est pas le plus. On avait fait un peu de Twitch sur lui et sur la chaîne Envergure. On avait regardé un peu ses matchs cette année pour voir. Et autant c'est un génie de la passe, hein, Josh Giddey, mais il y a le côté scoring et le côté se créer des choses faciles en attaque n'est pas au niveau de Tyrese Maxey. Tyrese Maxey ou Cade Cunningham? Ah, Cade. Ok. Cade, ouais, je pense. LaMelo Ball aussi, je pense. Ouais, LaMelo aussi. Ok. Tiens, ça m'intéressait ça. Tyrese Maxey ou Anthony Edwards? Parce qu'en fait, d'un côté, on a un joueur avec Maxey qui peut être plus viable dans plus de systèmes, mais en même temps, Anthony Edwards a quand même le potentiel de star. Voilà. Je dois aller sur Anthony Edwards pour le potentiel plus que je vois chez lui. On est d'accord. Je pense qu'on est d'accord. Ali Burton, d'ailleurs. Bah, c'est une super question, parce que bon, les deux sont bons dans leur deux premières saisons NBA. J'ai terriblement sous-évalué un joueur comme Ali Burton, et je pense qu'Ali Burton a même plus de potentiel en fait que Tyrese Maxey. Ok. Donc je vais dire Ali Burton. Je suis d'accord. Et alors les deux derniers, ceux qui m'intéressaient le plus, Tyrese Maxey ou Tyler Herro? C'est un peu antinomique. Tyler Herro est très porté sur le pull-up, a besoin du pull-up pour scorer, mais il le fait très bien. Tyrese Maxey est moins avancé offensivement dans sa palette, mais se crée plus de choses faciles. Je vais dire Tyrese Maxey. Ok. Je vais dire Tyrese Maxey. Ouais. J'avoue que moi j'ai aucune idée. Je pense que Maxey est peut-être plus viable, notamment à cause via la défense aussi. Ouais. Mais c'est vrai que Herro a peut-être plus de créativité offensive qui fait un peu plus des stars. Herro, grâce à son tir aussi, peut jouer avec des porteurs de balles, quoi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et le dernier que j'avais, c'était Tyrese Maxey ou Jordan Poole. Je vais dire Tyrese Maxey, parce que je pense que Jordan Poole, c'est le scénario. On va dire en termes de scénario, c'est peut-être le médian de Tyrese Maxey, c'est-à-dire on avait dit l'Energizer en sortie de banc, choses comme ça. Je pense que Tyrese Maxey a peut-être plus de potentiel que Jordan Poole, je dirais. Ok. Je pense que je suis un peu plus chaud que toi alors sur Jordan Poole. Sur Jordan Poole, ouais. Okay. Ouais. Peut-être te réinviter du coup pour qu'on en parle. Avec plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le Basket Lab pour parler de Tyrese Maxey. Peut-être avant que je te laisse partir, tu peux nous dire ton actualité. Tu parlais de Josh Giddey là. J'ai vu que vous sortiez aussi pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube. Ouais, c'est ça. Bah, merci beaucoup déjà pour l'invitation. C'était un vrai plaisir. Sur Envergure, c'est vrai qu'on essaye de regarder via Twitch et ensuite en replay sur YouTube de regarder du film de joueurs ensemble et voir un petit peu décrypter. Donc on a fait Josh Giddey, on a fait Chet Holmgren, qui est un joueur que je pense à qui tu feras des épisodes de potentiel premier choix de la draft. Hein. Ouais, c'est ça, du Basket Lab dans les prochaines années. Potentiel premier choix de la draft, intérieur qu'on qualifie de licorne, mais c'est plus que ça, je dirais, le genre de Gonzaga. Et puis ouais, on essaie de faire du film de rookie, sophomore et prospect. Voilà, donc les prospects, on regarde du film NCAA ou autre, et les rookies et les sophomores, on essaie de voir peut-être là où on s'est trompé, ce qu'on n'avait pas assez vu, sur quoi on avait peut-être un peu raison, et voir l'adaptation NBA. Je trouve que c'est assez intéressant de se scouter soi-même en fait sur pas mal de choses. Voilà, donc vous pouvez aller voir ça sur la chaîne YouTube d'Envergure. Et puis l'actu de Dunk Hebdo, comme d'habitude, pas mal de podcasts aussi. C'est ça, podcast NBA toutes les semaines, un par semaine, plus quelques lives, des choses comme ça. Eh ben voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Merci à toi, c'était vraiment un plaisir. Eh ben plaisir partagé. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Bon, voilà pour Tyrese Maxey, qui devrait devenir
peut-être une pièce très importante et un facteur X de cette saison, puisque là c'est vrai que avec le transfert de James Harden, Philadelphie se pose quand même comme un candidat très sérieux à l'Est. La prochaine fois, je pense que... Je suis pas encore totalement sûr, mais je pense qu'on va parler la prochaine fois de Brandon Jennings, qui sera donc notre deuxième épisode de notre série sur les prospects. Pourquoi j'avais tort. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci beaucoup à Alan d'être passé sur le podcast. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.